Alors pour cette deuxième session, on va changer un petit peu de sujet. On va d'abord avoir une proposition de l'agglomération de Clermont-Ferrand en compagnie des GIS qui vont nous présenter de façon pour le coup très concrète comment ces questions de masse atterrissent sur un territoire. Donc ça va nous faire un ancrage très opérationnel et très intéressant. Ensuite, on aura deux présentations qui seront les résultats du groupe de travail, de deux groupes de travail qui ont été conduits en 2023 dans le cadre de l'Observatoire du MAS. Donc le premier sur les systèmes de paiement accrochés au MAS et le deuxième sur les questions d'intégration justement de la voiture dans les MAS. Et enfin, nous conclurons cette session, ainsi que d'ailleurs les rencontres, par une intervention de Jean Seng, qui était là tout à l'heure, de la DGITM, et qui, lui, présentera les travaux nationaux pour accélérer l'ouverture des canaux de vente. Voilà, je ne serai pas plus long, je laisse tout de suite la parole à nos invités de Clermont-Ferrand et des GIS pour cette présentation de retour d'expérience locale. Merci à vous. Bonjour à toutes et à tous. Merci déjà de participer à ces rencontres de l'Observatoire du MAS. Donc, je vous présente aujourd'hui avec Luc Gaumont des GIS, directeur de projet des GIS, le projet MAS du syndicat mixte des transports en commun de l'agglomération clermontoise qui prend la forme d'une application mobile et site web baptisée ClerMove. Alors, est-ce que... Non, c'est ça. C'est l'autre. Ah voilà. Donc chef de projet MAS et directeur de projet EGIS. Donc assez classiquement les objectifs. Pourquoi on s'est lancé dans un projet MAS? L'objectif c'est d'avoir des avantages pour tous, répondre à plein de besoins et les unir dans une seule application, simplifier les mobilités des usagers, fournir des données aux AOM et proposer une plateforme pour les fournisseurs de services de mobilité. Donc on profite de la numérisation, enfin l'amélioration des services de mobilité et la numérisation de tout ça pour porter le support numérique sur smartphone et permettre de planifier un itinéraire multimodal et de payer aussi ces mobilités sur le téléphone. Alors, je vais laisser Luc présenter le programme, enfin le planning projet. Oui, peut-être un petit mot effectivement sur le projet qui a été lancé par la collectivité, l'USMTC de l'agglomération clermontoise, d'une manière un peu originale. Ils sont partis dans le désir de se lancer dans une démarche expérimentale plutôt que de commencer par définir les partenariats, de définir les interfaces, de définir les aspects techniques, de qualifier l'appétence des clients, la tarification. Ils ont préféré donc se concentrer sur les parcours clients, lancer une application, une solution donc, qui a été commandée via l'UGAP auprès de la société Instant System, et sur cette base-là de construire, à la fois d'affiner les parcours clients, d'aller chercher les partenaires, parce qu'à chaque fois que le CMTC rencontrait les partenaires, il fallait définir vraiment le besoin, les attentes, et donc c'est vrai qu'en partant d'une feuille blanche, c'est toujours un peu difficile, donc vraiment il y a eu cette démarche expérimentale. Donc une contractualisation via l'UGAP. Et vous voyez, entre l'automne 2023 et l'automne 2022 et fin 2023, donc le projet s'est mis en place progressivement. On en dira un petit mot tout à l'heure dans le retour d'expérience. Et là, depuis ce début d'année, donc le projet est passé en phase bêta-test avec des testeurs qui sont recrutés par le SMTC pour justement tester de fond en comble ce nouveau service avant de le mettre dans la main des usagers. Et avec, normalement, si tout va bien, un lancement public, une ouverture au public à partir du mois d'avril qui arrive. Voilà. Et EGIS a accompagné le SMTC. On a accompagné aussi le SMTC dans la mise en place de la billettique et de l'open payment. Et j'en dirai un mot tout à l'heure, mais la billettique et le MAS sont intimement liés.
Aussi, c'est une particularité qu'on retrouve sur le territoire de Clermont-Ferrand, mais je rentrerai un peu plus dans le détail tout à l'heure. Merci. Alors, pour faire le tour un peu de ce qu'on a fait sur le projet MAS de Clermont-Ferrand, là on a une image d'un peu de ce qui peut se faire un peu un éventail des possibles donc nous on s'est focalisé sur les cercles en gras pour ce qui va sortir dans la première version. Il y a des choses qui vont être intégrées très rapidement et des choses qui sont envisagées. Donc, focalisons-nous d'abord sur les transports en commun. C'est une brique vraiment essentielle. On a intégré le réseau de transport urbain T2C avec une intégration forte parce qu'on a de l'information voyageur, de l'infotrafic et des achats de titres de transport T2C. Et qu'on peut valider en QR code. On a intégré la SNCF avec les TER qui passent dans le ressort territorial et les cars régions, les cars qui sont opérés par la région. Le TAD arrivera dans un second temps, notamment parce qu'on remet à jour le système de réservation pour 2024. Au niveau du vélo, on a intégré le service C-Vélo, service de vélo en libre-service, avec une intégration où on a une liaison de compte. Donc quand on est abonné C-Vélo, on peut se loguer sur son compte C-Vélo et déverrouiller les vélos, et faire des calculs d'itinéraire aussi. Les calculs d'itinéraire qui prennent en compte la disponibilité des vélos en station. On a des itinéraires vélo personnels avec GeoVélo. Et quand les box vélos seront déployés sur la métropole, on mettra ça dans le MAS aussi. Pour la marche, il y a des itinéraires piétons. On aimerait aussi intégrer les itinéraires pour personnes à mobilité réduite. On travaille à préciser tout ça avec la société Andiamo. Pour la voiture personnelle, c'était une volonté forte des élus d'adresser la voiture personnelle pour inciter à donner des solutions et inciter au report modal. Donc on a décidé d'intégrer la voiture pour des calculs d'itinéraire en rabattement sur les parkings en ouvrage, les parkings relais de la métropole, du ressort territorial, mais tout en prenant en compte des trajets qui peuvent partir d'au-delà du ressort territorial. Là, on voit un trajet qui part au-delà du ressort territorial, arrive à un parking relais et on finit le trajet en transport. Les parkings en ouvrage, on n'a pas encore de temps réel dessus, mais on travaille à avoir ce temps réel. L'idée est aussi d'intégrer des infotravaux plus visuellement sur la carte qu'à travers les itinéraires, parce que les itinéraires, pour ça, il faut mettre les données dans les bases de données qui servent aux API de calcul. Donc c'est un autre travail, mais ce qu'on voulait, c'est aussi l'afficher sur la carte. Pour le covoiturage, on a intégré Blablacar Daily. On intègre très prochainement, on est en train d'intégrer Movici, la plateforme de covoiturage régional. Et on intégrera prochainement aussi Caros pour faire un vrai agrégateur de covoiturage. Donc ça répond à une question qui a été posée hier. Le MAS, c'est un moyen d'agréger de répondre à la diversité des offres. Et en ça, nous, on ne va pas faire forcément une intégration complète de toutes les propositions de covoiturage, mais on récupère les offres et après on renvoie avec des liens profonds vers les applications dédiées. Voilà. Et donc Luc va vous parler de l'intégration de la billettique. Donc effectivement, au lancement du projet MAS, la billettique Flowbird venait juste d'être déployée sur le réseau, ce qui a facilité l'interfaçage. Et on a pu aller assez loin dans l'intégration, puisque ce sont donc vraiment les interfaces, les API de la billettique Flowbird, qui servent à la fois pour communiquer le catalogue des produits qu'on peut acheter,
à la fois pour lier les comptes entre la billettique et le MAS, les comptes sont liés, et puis on peut acheter donc son titre de transport et le valider directement sur les valideurs de la billettique. Donc on n'est pas dans un système d'auto-validation ou dans un système de flash de code barre ou d'autres. Là, la validation, elle est contrôlée par la billettique, elle se passe dans la sphère de la billettique. Et ce sont aussi les portables de contrôle billettique qui vérifie donc que le voyageur, que le code barre est bon et que le voyageur est bien en règle avec toutes les règles de contrôle et de validation qui s'appliquent. Donc c'est la billettique donc, qui va choisir le titre à consommer aussi, ce n'est pas le client qui va choisir dans son portefeuille de titres, mais c'est bien la billettique avec des règles de gestion de priorité qui va faire ce travail-là. Elle traite le smartphone donc avec l'application MAS comme une carte sans contact, donc la carte sans contact Oura puisqu'on est en région Auvergne-Rhône-Alpes. Et donc, voilà, c'est une particularité où vraiment la billettique est vraiment intégrée dans le MAS. Et ça, c'était l'opportunité d'avoir les deux industriels en même temps qui pouvaient travailler de concert, définir les interfaces. Merci. Alors, du coup, je continue par partager un petit peu les retours d'expérience de ce projet, puisque voilà, qui peuvent être aussi des points d'entrée pour d'autres collectivités qui auraient ce type de projet. Donc déjà, première particularité, c'est qu'on est sur des projets vraiment de médias, donc en mode agile, donc ce qui veut dire qu'il y a beaucoup d'itérations on n'est pas vraiment dans les cycles en V que l'on connaît avec des spécifications, mais vraiment avec des réunions très régulières, des sessions de tests récurrentes, des parcours clients qui évoluent aussi au fur et à mesure du projet. Donc voilà, bien avoir en tête que c'est une gestion de projet qui est déjà particulière. Après, la collectivité, le SMTC a aussi eu tout un rôle assez important d'animer ce partenariat, avec beaucoup de contacts avec la métropole, la CAM, Clermont-Auvergne Métropole, qui gère notamment les parkings, avec la région. On a parlé du covoiturage, mais d'autres choses aussi par rapport à la plateforme Oura. Aux villes aussi, pour tout ce qui est stationnement en voirie. L'opérateur vélo, bien sûr, donc c'est vélo, Blablacar, enfin tous les fournisseurs de services de mobilité, public comme privé. Et ça aussi, dans le projet, c'est quelque chose d'assez utile forcément, mais aussi chronophage pour la collectivité. Au-delà des partenaires, c'est aussi les industriels qu'il faut piloter, qu'il faut animer. Et concrètement, que ce soit la billettique Flowbird, que ce soit le MAS Instant System, les fournisseurs de vélos, donc PBSC, Orbility pour les parkings et d'autres, via pour l'outil de réservation TAD et d'autres partenaires. Donc tout un travail de coordination qui nécessite là aussi beaucoup de temps, beaucoup de réunions et puis qui induisent aussi des impacts dans les parcours clients. Il y a plusieurs fois les parcours clients qui ont dû être revus parce qu'il y avait des contraintes qui étaient dues au système en place qui ne pouvait pas évoluer tout de suite ou pour lesquels clairement il n'y avait pas de budget de faire évoluer les solutions, donc on s'adapte en permanence en fait sur ces projets-là pour préserver quand même l'expérience client avec les contraintes techniques ou organisationnelles ou des fois même politiques. Sur le sujet du MAS, donc il y a effectivement possibilité d'acheter du transport public, mais aussi du vélo. Pour l'instant, c'est surtout ça qu'on retrouve sur Clermont, mais ça va continuer à s'enrichir. Et donc, forcément, pouvoir acheter, donc ce qu'on appelle il faut un PSP Marketplace, donc une marketplace qui va permettre de rémunérer tous les opérateurs. Et donc, ça aussi, ça a été le lancement d'un marché spécifique. Et puis, comme ce sont des solutions qui fonctionnent en régie, aussi bien pour la régie de transport que pour la régie vélo, pour plusieurs régies. Il y a eu aussi beaucoup d'échanges avec le trésorier public, avec les régisseurs pour définir un modèle qui va bien en termes de flux financiers, de flux bancaires. Et voilà, c'est encore un autre domaine, un autre sujet, mais qui est forcément embrassé dans un projet MAS. Et voilà. J'ai dit un petit mot effectivement sur le MAS s'inscrit dans tout un écosystème qu'il faut faire évoluer en même temps. Typiquement, sur Clermont-Ferrand, il y a aussi un projet en cours pour renouveler le projet de SAUIV, donc le système d'aide à l'information voyageur et à l'exploitation, pour récupérer notamment toutes les données temps réel. Ce système n'arrivera que l'année prochaine. Et donc, en attendant, il y a un mode dégradé pour tout ce qui est données temps réel, mais elles y sont quand même. Et puis il y a le projet aussi Inspire sur l'agglomération clermontoise avec tout un projet de ligne BHNS
avec beaucoup de travaux en ce moment, puisque le projet sera lancé en 2025. Et donc, d'où l'intérêt d'avoir une application MAS qui va permettre de relier toutes ces informations travaux, parce que la circulation à Clermont est vraiment très, très, très perturbée. Et toutes les personnes sont intéressées pour avoir une information à jour en temps réel, aussi bien les automobilistes. Et voilà, le SMTC espère bien capter d'ailleurs par ce biais un maximum d'automobilistes et de les convertir dans ces modes de transport collectif. Voilà, et beaucoup de contraintes effectivement qui apparaissent en cours de projet, et des fournisseurs aussi avec lesquels on est en permanence en relation. On a eu des échanges notamment pour intégrer tout ce qui est taxi, avec des discussions avec la société Carou, voilà, merci Tristan. Carou, des discussions aussi pour intégrer le point taxi, pour tout ce qui est ailer un taxi de manière numérique. Et voilà, donc avec des fois des opportunités, mais aussi des fois vraiment des problématiques de coût. Il y a clairement des MSP qui n'ont pas pu être intégrés parce que le coût pour la collectivité de Clermont était beaucoup trop élevé. Et clairement, si la demande apparaît sur plusieurs collectivités, sur plusieurs réseaux en même temps, alors voilà, les prix deviennent intéressants. Mais des fois, il faut savoir aussi attendre que d'autres collectivités manifestent cet intérêt, que les industriels développent pour pouvoir le décliner. Voilà, quelques retours d'expérience qu'on peut vous faire. Vous voulez compléter, Tristan? Je vous laisse le mot de la fin. Non, merci, c'est ça. Voilà pour les retours d'expérience. Et si vous avez des questions, on sera heureux d'y répondre. Donc la parole à la salle. La première question est toujours la plus difficile. Est-ce que l'un d'entre vous se lance? Oui. Oui. Au deuxième rang. Bonjour, Gaston Grosjean, groupe Renault, direction de la recherche. Excellent. Je voulais savoir quelle était la cible de vos clients potentiels. Est-ce que vous ciblez les autosolistes pour les faire basculer, par exemple, sur des modes plus doux? Donc, par exemple, est-ce que vos applications sont compatibles CarPlay, Android Auto? Est-ce que si je viens de Rion, j'ai un recalcul automatique qui me dit que je vais mettre du temps à aller au centre de Clermont et que je ferais mieux de prendre le parking relais? Ou est-ce que c'est pas encore aussi intelligent, mais ça va venir. Voilà. Et puis une remarque, j'aime beaucoup le marketing des villes où chacun va appeler le MAS de son petit diminutif de ville. Moi, Google Maps, à New York, il s'appelle Google Maps, à Tokyo, il s'appelle Google Maps, et à Clermont-Ferrand, il s'appelle Google Maps. Oui, merci pour votre question. Sur l'intégration des perturbations en temps réel, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore prévu de faire. L'idée et la cible de cette application, on veut déjà répondre au maximum de personnes, les usagers. Le MAS peut répondre à les usagers qui sont déjà les usagers des modes doux, pour leur apporter une solution qui leur simplifie la vie et qui du coup va les récompenser d'utiliser ces modes doux. Donc c'est déjà quelque chose qui va aller dans ce sens-là. Et en plus, cette simplification, elle peut permettre aux gens qui n'utilisent pas ou peu les transports en commun d'avoir un moyen de s'y retrouver et du coup d'y passer. Mais voilà, moi je vois ça plus on essaye de répondre d'abord à la masse de choses à faire. En fait, il faut savoir jusqu'à maintenant, à Clermont-Ferrand, les applications mobilité, elles sont pas terribles. Et du coup, déjà apporter quelque chose comme ça explose ça fait un vrai bond technologique et un vrai plus. Après, je pense qu'il faudra se poser les questions, évidemment, de redéfinition, travail sur des cibles avec des objectifs et des moyens de mesurer les résultats, comme ça a été présenté tout à l'heure. Oui, une question tout devant. Oui, bonjour, Peggy Durand, Société Transamo, merci de votre présentation. Justement, une question très simple qui découle de la première et de votre réponse. Est-ce que la prochaine étape, c'est justement la mise en place d'un observatoire de la mobilité qui vous permettrait d'avoir un petit peu plus de visibilité sur
et de retour d'expérience ensuite sur les usages, les approches et de l'optimisation ensuite des services que vous pourriez intégrer. Merci de la question. Non, c'est une chose qui pourrait se faire. Ce qu'il y a, c'est qu'on est encore dans une phase où c'est un peu trop tôt parce qu'on n'a pas lancé l'appli. Je pense qu'il faut vraiment déjà qu'on montre que c'est quelque chose qui va marcher. Et pour l'instant, on fait des présentations, on commence à mettre l'application dans les mains des gens, mais tant que ça n'est pas diffusé, ben, c'est difficile d'embarquer pour leur dire on va repartir sur un projet qui va prendre 3 ans de plus pour faire un truc encore plus compliqué, mais c'est tout basé sur ça, qu'ils ne connaissent pas. Enfin, c'est quand même des engagements assez lourds et je pense que d'abord, il faut réussir à se lancer sur des projets comme ça. Juste pour compléter un petit peu, effectivement, l'idée c'était vraiment l'approche expérimentale de voir pour progresser et tout, mais il y a quand même un certain nombre d'indicateurs qui sont prévus pour le suivi effectivement des demandes, de comment ça sera répandu, et je pense que le SMTC va s'y intéresser de très près. Ouais. Je ne l'ai pas dit, mais oui, c'est vrai. Oui, Nicolas Madinier, Grand Poitiers. Donc j'aurais voulu savoir où vous en étiez au niveau de votre démarche compte unique. Et donc CRM, si vous en avez une, qui permet d'établir... Excusez-moi, j'ai pas compris votre démarche compte unique et CRM, savoir si vous en avez une à terme et qui vous permet d'avoir une stratégie sur tout ce qui est les pratiques, différentes pratiques modales, et d'avoir une stratégie à la fois prix, de canaux de distribution, mobilité. Ça, c'est ma première question. Et deuxième question, c'est de savoir comment, au niveau projet, vous vous organisez pour vous caler avec Oura sur la gestion de tout ce qui est des référentiels communs, par exemple. Merci. Oui, merci, ça fait beaucoup de questions. Alors sur la première partie, il n'y a pas de compte unique au sens où on peut l'entendre avec un CRM. Il n'y a pas, effectivement. Le projet est parti sur le fait qu'il y a un compte masse et qui est lié aux différents comptes voilà, de la billettique en particulier, et puis compte CVelo, et puis voilà. Donc ce sujet-là, effectivement, ça n'a pas été le point d'entrée, voilà. Donc aujourd'hui, il n'y a pas ça. Après, voilà, vous l'avez vu sur la cartographie, le SMTC est vraiment dans une démarche pluriannuelle, sur le cas avec une montée en service des services, mais aussi des différents outils, y compris sur l'analyse des données a posteriori, etc. Donc voilà, peut-être ça sera une brique par la suite. Il y a des travaux sur le sujet, donc je pense qu'ils seront pris en compte. Après, la deuxième question, c'était par rapport à Oura, c'est ça ? Alors, donc le SMTC est partenaire de la démarche Oura. Par contre, vraiment sur la partie masse, alors la région a aussi son projet de masse. Hein, je regarde, la région est représentée. Mais aujourd'hui, les choses sont assez séparées, puisque le projet de Clermont a été lancé, vous avez vu, à partir de 2021. La région commence maintenant. Nul doute qu'à un moment donné, ça va se rejoindre. Il y a aussi des groupes de travail au niveau de la région. Mais aujourd'hui, les données région sont reprises sur l'open data, hein, c'est bien ça. Voilà. Mais ça se résume à ça. C'est-à-dire qu'on n'utilise pas concrètement les API Oura, ni pour la partie référentielle, ni pour la partie achat, ni pour toutes ces choses-là. Mais voilà, c'est quelque chose qui, je pense, viendra assez naturellement par la suite. Je ne sais pas s'il y avait une troisième question. C'est bon ? Oui, juste sur les briques Oura qui seront partagées, il y a des briques de calcul d'itinéraire, il y a des briques de vente qui vont pouvoir être partagées. Pour l'instant, nous, on est parti avant et du coup, on va mener à bien ce projet. Et c'est vrai que la question se reposera quand on aura déjà un petit retour d'expérience de ce qu'on a et ce qu'on peut avoir avec les briques partagées. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a encore une ou deux autres questions ? Oui. Bonjour, comment vous avez fait la promotion de votre masse auprès des usagers ? Pour l'instant, le masse est très confidentiel. On n'en a pas encore trop parlé à la population.
On a prévu des campagnes de publicité numérique, sur les sites des réseaux, du réseau T2C, du réseau C-Vélo et du SMTC et les plateformes, les réseaux sociaux. Et aussi, on va faire de l'affichage sur les stations de bus et de tramway. Mais pour l'instant, c'est encore très confidentiel. Peut-être juste pour compléter, effectivement, ce sujet-là a bien été pris en compte. Il y a tout un plan, il y a une agence de communication qui travaille sur le sujet. Il y a tout un plan de communication et de promotion qui est bouclé, d'ailleurs, effectivement, mais qui n'a pas été lancé concrètement encore auprès de la clientèle. Mais effectivement, c'est aussi un point, on aurait pu le mettre dans le retour d'expérience, effectivement, qui n'est pas à négliger non plus, cet aspect communication et promotion. Donc, effectivement, le SMTC a pris une agence pour ce sujet-là. Merci beaucoup. On a la place pour une toute dernière question, peut-être. Sinon, on va... Alors, monsieur, au milieu. Et donc, une toute dernière question. Riyad Joundan de Othermind. J'ai une question très simple, peut-être un peu bête, mais le business model, en fait... à quoi il ressemble? Qui c'est qui paye? Qui c'est qui gagne? Alors, donc le projet MAS, il est porté entièrement il a été vraiment lancé par l'AOM, par le syndicat mixte de transport en commun. On est les seuls financeurs de ce projet. On a fait une demande de subvention à la FEDER. Pour l'instant, on ne sait pas. Et donc pour les ventes, pour l'instant, vu qu'on s'est concentré sur la vente des transports en commun urbains qui sont en régie à Clermont-Ferrand, en fait, ça va directement abonder les caisses les ventes des transports en commun. Et pour le vélo, c'est une régie aussi. Donc pour l'instant, on n'a pas intégré de modèle, de services payants autres, vraiment privés. C'est aussi parce qu'on a d'abord priorisé ces choses-là. Ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas le faire. C'est pour ça qu'on a déjà pris la décision de prendre un PSP Marketplace pour pouvoir justement agréger ces différents services de mobilité payants. D'accord, merci. Eh bien, merci beaucoup. Merci à vous pour vos questions. Merci pour nos intervenants de Clermont-Ferrand. Merci beaucoup. Et j'appelle donc... Vous pouvez les applaudir très fort. Merci. Et j'appelle donc sur la scène nos intervenants du groupe de travail sur masse et paiement qui vous ont prévu une présentation un peu sous forme de table ronde. Donc ça change un petit peu le format. Ils sont plusieurs donc à monter sur la scène. On va faire circuler un peu les micros. Je ne sais pas comment vous voulez vous mettre. N'hésitez pas à vous installer. Ouais, installez-vous. J'enlève mes affaires. Groupe qui a été piloté par Pierre Veillon et Adrien Marcy, ici présents. Je vous laisse vous présenter. Voilà, je vous laisse la parole. Oui, bonjour à tous. Donc Pierre Veillon, Société Worldline. Donc j'ai le plaisir d'animer ce groupe sur l'année 2023 avec Adrien Marcy de Visa et Thomas Grangenève de Kizio, Peggy Durand de Transamo, Jean-Philippe Amiel de Nextandis. Annick Volsi faisait aussi partie de l'équipe de French 6, mais elle n'a pas pu être là aujourd'hui. Et donc elle sera remplacée par Adrien sur la partie acceptation. Donc nous, on avait le sujet des masses et paiements, qui est un sujet assez vaste et potentiellement assez complexe. On a décidé de découper ce sujet en 4 sous-parties, dont Thomas, Adrien, Peggy et Jean-Philippe sont les représentants des sous-groupes. On a eu une quarantaine de participants qu'on a donc répartis dans ces sous-groupes. Ces sous-groupes étaient donc la partie acceptation des moyens de paiement représentée par Adrien, une partie réglementaire représentée par Thomas, une partie solution, retour d'expérience représentée par Peggy, et une partie expérience utilisateur représentée par Jean-Philippe. Voilà.
Et donc, sans plus attendre, je passe la parole à Jean-Philippe pour nous rendre compte de la partie, le paiement vu de l'expérience utilisateur. Oui, effectivement, dans cet enjeu d'un achat à travers une plateforme unique de différents services, la partie simplification, facilitation pour l'usager, c'est des choses qui sont revenues dans les retours d'expérience qu'on a eus. Et on a fait le constat dans le sous-groupe de travail que les attentes côté utilisateur, elles étaient, je dirais, légitimes et équivalentes à tout ce qu'un utilisateur peut attendre quand il achète des services en ligne, à savoir une simplification du parcours d'achat, une simplicité de l'accès à l'offre, un accès à l'ensemble de l'offre, la possibilité d'avoir de l'information pour découvrir le service, on l'a dit tout à l'heure, Mélanie le rappelait, 713 AO, ça veut dire une appréhension des gammes tarifaires qui n'est pas forcément évidente à découvrir pour chacun. Donc le parcours client, avant même d'arriver au paiement, il passe par une étape d'information dans beaucoup des cas, une étape de souscription qu'on souhaite la plus simple possible, notamment quand on est usager occasionnel, et puis une étape de paiement qui va constituer déjà dans un panier unique, c'est-à-dire si je rassemble différents produits de différents réseaux ou vendus par, j'allais dire, différents commerçants, si on prend les termes du bancaire, donc différents opérateurs, où on veut un panier unique et un paiement unique. Donc ça, toutes ces attentes, elles ont été exprimées et elles ont fait consensus. Le constat, néanmoins, c'est qu'on est aujourd'hui loin d'un état de l'art et de pouvoir répondre à ces ambitions dans la plupart des offres que l'on voit aujourd'hui. On est loin d'une facilité d'achat qu'on peut voir dans les marketplaces ou dans les principales marketplaces du commerce. Et du coup, ces parcours d'achat aujourd'hui ne sont pas forcément si simples. Il faut tenir compte aussi qu'on a quand même des spécificités qui sont liées à la mobilité. On a beaucoup de services qui ne sont pas des services d'achat et j'ai le bien tout de suite, mais j'achète le bien, mais je vais le consommer plus tard, ou je souscris un service, notamment dans les services de paiement à l'usage, que ce soit du transport public, mais aussi plus communément usité dans les micromobilités. On va pas forcément payer pour quelque chose que j'achète, mais simplement donner des moyens de crédit et de paiement qui seront utilisés plus tard à l'issue d'une période pour payer un montant que je ne connais pas encore, etc. Donc, au final, on a fait le constat qu'il n'y avait pas un parcours client universel pour l'ensemble des usagers, mais bien une multitude de parcours clients à adresser en fonction de la typologie de service et de la typologie d'usagers. Alors, Peggy, je vais te passer la parole. Toi, tu as travaillé sur les REX avec des cas concrets. Est-ce que tu es d'accord avec cette conclusion, comme quoi il n'y a pas un parcours client, mais des parcours clients ? Alors, on ne peut être que d'accord au vu du retour d'expérience. Chacun de nous, dans les 4 sous-groupes qu'on a animés, nous avons eu la même approche, le même retour d'expérience en fait des différents projets déployés actuellement. Effectivement, il n'existe aujourd'hui pas un paiement unique parce qu'il n'existe pas un service unique. On est sur la mobilité, on est sur des gammes tarifaires très diversifiées, comme l'a dit Jean-Philippe. Nous, on a travaillé sur vraiment la distinction aussi en termes de retour d'expérience, la distinction entre panier unique, donc vraiment la partie achat, on va dire aussi le guichet unique, ce qui est de l'ordre vraiment de l'accès unifié aux données de paiement, et puis ce qui est de l'ordre du principe de paiement unique, c'est-à-dire l'acte de paiement en lui-même. Et les retours d'expérience qu'on a pu avoir, qui sont dans le rapport qui est en ligne actuellement, nous montrent que effectivement, en fonction des conditions de vente, d'utilisation, d'après-vente, les parcours de paiement diffèrent énormément, bien entendu. Et donc, on est soit sur du paiement immédiat, on est soit sur du post-paiement, comme l'a dit Jean-Philippe, on est avec des notions de caution perçue, avec dès la souscription du service. Donc, on est sur une variété de produits tarifaires complètement représentatifs de la diversité des offres de mobilité, mais du coup, qui ne permet pas une agrégation de paiement complète sur l'ensemble des produits. On a une approche globale.
tout de même. On a une approche la plus centralisée possible, quand même, de perception, d'agrégation de paiement, de reversement, qui est portée en général par cette brique acquéreur dont on a parlé aussi sur Clermont-Ferrand. Mais finalement, elle ne peut même pas être systématisée, puisque dans le retour d'expérience, on a parfois des masses qui nous ont dit on est obligé de maintenir l'accès à des plateformes de paiement en propre sur certains partenariats monocommerçants, et donc de faire de la redirection vers une brique de paiement monopartenaire. Donc ça dépend vraiment des partenariats et de la gouvernance projet qui est mise en place. Et puis, en fonction de comment l'utilisateur placera des produits, des services dans son panier, ça va déclencher un ou plusieurs paiements, forcément. On a des temporalités d'achat et d'usage très divers, on a des conditions générales d'utilisation très diverses, on a des services d'après-vente très divers. Donc ce dont on s'est rendu compte en fait au sein du groupe de travail, c'est que bien entendu, en fait, aujourd'hui, la réglementation nous permet d'approcher une notion de panier unique et une notion de paiement unique au travers de la constitution de package d'offres. On en a parlé un peu tout au long de l'après-midi. Mais finalement, il n'y en a pas explicitement en France parce que ça nécessite un accord partenarial, une refondation éventuellement des approches tarifaires, des approches en termes de conditions générales d'utilisation et de vente et d'après-vente, et puis une prise de risque financier pour celui qui va proposer un package complet. Voilà. Donc ça freine de fait un peu ce modèle de paiement unique en France. Voilà. Et puis un point d'étape aussi important qui est ressorti du retour d'expérience, ça je pense que on va en parler dans la suite, c'est le fait que malgré tout on est aussi sur de la recette publique et que cette recette publique elle fait l'objet de spécificités dans la perception même du paiement qui complexifie énormément le parcours et l'approche en termes de solutions. Merci. En effet, ces notions réglementaires sont importantes et on l'a vu, Clermont l'a évoqué tout à l'heure aussi. C'est un sujet que Thomas, tu as travaillé dans ton sous-groupe, notamment pas mal avec Mulhouse, que l'on remercie au passage, ils ont été assez précurseurs sur ce sujet. Thomas, je te laisse t'en dire deux mots. Oui, tout à fait. Dans notre sous-groupe, on s'est effectivement intéressé à la notion de recette publique et de recettes privées. Donc on a d'abord commencé effectivement à essayer de caractériser ce que c'était qu'une recette publique. Donc voilà, donc c'est vrai que c'est assez complexe au niveau réglementaire, mais on est parti sur la base de jurisprudence qui explique un principe global qui est intéressant à comprendre, qui est que quand un opérateur de transport perçoit une recette qu'il tire de son activité propre, on ne considère pas cela comme une recette publique, mais comme une recette commerciale. Parce qu'on considère qu'il opère le service globalement. Et donc la perception de recette fait partie du service. Par contre, quand un opérateur va percevoir des recettes pour un service qu'il ne va pas opérer lui-même, là, on tombe sur le coup de la recette publique. Alors évidemment, il faut regarder un peu plus précisément quels sont les liens contractuels entre les autorités et les différents exploitants. Mais globalement, ce principe-là, déjà à retenir, il est assez important parce qu'il donne le cadre. Donc, comme tu l'as dit Pierre, effectivement, on s'est beaucoup intéressé à ça sous le prisme de l'exemple de Mulhouse. Donc, effectivement, on salue Laura Brun qui est dans la salle de Mulhouse Alsace Agglomération. On a beaucoup travaillé sur son cas puisqu'il illustre en fait ce qu'on voit bien dans le MAS, c'est la complexité de mixer recettes publiques, recettes privées avec différents acteurs. Puisque voilà, donc à Mulhouse, ils ont fait le choix de passer sur une marketplace avec un compte unique qui permet de payer plusieurs services de mobilité. Et donc on voit bien par rapport à ce que je disais juste avant qu'on va se retrouver avec un acteur qui perçoit le paiement et qui n'est pas l'acteur qui opère le service. Donc là, on se trouve dans un cas un peu particulier, mais qui est assez commun dans le MAS. En France, quand on gère des recettes publiques, c'est la responsabilité du comptable public. C'est lui qui a la charge de faire cela. Il y a des possibilités de déroger à cela. Soit il y a la création effectivement d'une régie de recettes qui peut être un peu lourd ou voilà, qui peut être adapté dans certains contextes, mais voilà, ça dépend. Et il y a aussi la possibilité qui a été ouverte au monde de la mobilité avec la loi 3DS de passer par une convention de mandat. Donc grâce à cette convention de mandat, on va donner la possibilité effectivement aux mandataires de gérer le paiement
pour d'autres acteurs, pour un tiers. Et donc, c'est effectivement le choix qui a été fait à Mulhouse, mais néanmoins, ce n'est pas un choix qui est non plus trivial et facile toujours à mettre en place selon les contextes, puisque ça demande effectivement de mettre en place des conventions de mandat bipartites, etc., entre différents acteurs, donc il y a quand même une complexité. Et puis, il y a aussi beaucoup de choses à regarder sur l'ensemble du parcours du paiement, entre le paiement, la perception de la recette, le reversement et la ventilation entre tous les opérateurs, parce qu'on peut être, comme on l'a cité, dans des packages opérés par plusieurs fournisseurs de services de mobilité. Et aussi, il ne faut pas oublier, alors je ne vais pas rentrer dans le détail, mais tout ce qui peut être associé, comme le service après-vente, les remboursements, enfin tous ces aspects-là. Donc, juste pour illustrer cette complexité, un cas qui nous a été relevé effectivement par Mulhouse aussi, c'est la contrainte que quand un mandataire perçoit une recette, il doit la reverser à l'euro à l'ensemble des fournisseurs. Donc, s'il perçoit 100 € pour un package de mobilité, eh ben, il doit, si c'est multi-opérateur, verser peut-être 50 à droite, 30 et 20, mais la totalité doit être 100. Il n'a pas le droit de se servir au passage, par exemple, de sa commission, puisqu'il est rétribué aussi. Il faut qu'il soit rétribué par d'autres flux. Donc ça peut induire des complexités techniques ou opérationnelles de mise en place, parce que ce n'est pas forcément le modèle de base de certains PSP. Et évidemment, ça a comme but de favoriser la traçabilité des fonds publics, parce que derrière tout ce qu'on a vu là, le but c'est quand même de pouvoir fournir au client qui va payer et aux commerçants, donc dans notre cas les opérateurs, les collectivités, qui va encaisser le fait de pouvoir faire tous ces paiements en toute sécurité et surtout en toute légalité. Merci Thomas. Donc là, on s'est concentré un peu au travers de ton explication sur la partie convention de mandat, marketplace. L'idée maintenant, Adrien, si tu peux, ce serait de remonter un petit peu en amont sur l'acceptation et nous éclairer un petit peu sur ce qu'est l'acceptation des paiements. Je te passe la parole. Merci Pierre. Bonjour à tous. Donc là, depuis le début, vous avez dû entendre pas mal de termes du monde des paiements qui peuvent vous paraître peut-être parfois complexes, ou alors si vous êtes des initiés, vous êtes comme des poissons dans l'eau. En tout cas, ce qu'on a essayé de faire à travers ce livrable, et en particulier dans le sous-groupe acceptation, c'est bien de poser en fait les fondamentaux. C'est quoi une chaîne de valeur monétique, donc sans opposition aucune avec la billettique évidemment, mais quels sont les principes qui doivent guider le choix d'une solution d'acceptation? Qu'est-ce que c'est l'acquisition? Qu'est-ce que c'est l'encaissement pour compte de tiers? On est parti du principe que le paiement doit rester, d'un point de vue utilisateur, simple, fluide. C'est comme acheter sa baguette de pain en paiement sans contact. D'un point de vue opérateur, il doit être sécurisé, et on l'oublie parfois, mais il y a eu plusieurs questions pendant les restitutions, il doit être aussi économiquement viable. Ne pas trop exposer à un risque financier. Si je vais dans la chaîne de paiement, la première partie, et d'un point de vue commerçant, c'est ce qu'on appelle l'acceptation. L'acceptation, basiquement, c'est le traitement d'un moyen de paiement présenté sur un point d'acceptation, donc sur un canal de vente vers des services acquéreurs, donc vers la banque du commerçant. Les principales dimensions d'une solution d'acceptation, c'est de déterminer si l'on est en physique, sur un paiement de proximité, ou en numérique, donc un paiement à distance. Donc là, on va plutôt parler de paiement in-app ou de paiement web. Ensuite, une des autres dimensions, c'est est-ce que je suis dans le cadre d'un paiement unitaire, c'est-à-dire un acte de paiement isolé, ou bien je rentre dans le cadre d'un paiement récurrent. Un paiement récurrent, on va penser intuitivement d'abord à l'abonnement, mais ça peut être aussi, et je pense que vous l'utilisez tous, le petit bouton « Se souvenir de moi » qui enregistre le moyen de paiement pour des usages ultérieurs dans le cadre d'un commerçant. Et enfin, une autre des questions, mais qui a aussi été abordée, c'est est-ce que je paye avant pour la consommation du bien, ou est-ce que je bénéficie en fait d'un paiement à l'usage, un paiement après la consommation du service. Donc toutes ces dimensions-là vont un petit peu guider le choix d'une solution d'acceptation. Une solution d'acceptation, c'est bien le traitement d'un flux de paiement depuis le point d'acceptation, donc qu'il soit numérique ou physique, vers le service acquéreur. Service acquéreur, la banque du commerçant. Cette partie acquisition, donc la banque du commerçant, pour ceux qui représentent des commerçants ou des marchands, je ne sais pas exactement les termes à employer ici, mais c'est bien celui qui va présenter les demandes de paiement au service émetteur de l'instrument de paiement pour s'assurer que le commerçant touche les fonds et donc va assurer le service d'encaissement.
ce qu'on a essayé de faire dans ce sous-groupe et aussi dans ce livrable, que je suis sûr vous avez tous lu, en tout cas je vous invite à le faire, c'est qu'au-delà de la pédagogie, de poser les principaux termes, de faire l'interface entre le monde de la billettique, le monde de la monétique, d'essayer de bien comprendre les termes, c'est si demain je dois choisir une solution d'acceptation ou un PSP, comme on l'appelle parfois, ou un PSP Marketplace même, quels sont mes critères de choix? Le premier, d'un point de vue utilisateur, c'est de savoir quels sont mes moyens de paiement cibles. Si j'ai une acceptation numérique, c'est sûr que je ne vais pas envisager le moyen de paiement en chèque. Donc c'est bien de comprendre avec quoi payent mes utilisateurs et comment moi je vais être en mesure de les accepter. Le deuxième critère de choix, c'est évidemment la logique économique. Donc au-delà du coût du traitement d'un moyen de paiement, qui va rentrer justement dans un business model, dans un business plan, il y a aussi, il ne faut pas oublier ce qui peut se passer en cas de SAV, de remboursement. Comment est-ce que je suis capable de rembourser mon utilisateur de façon efficace et de remettre un titre à la vente très rapidement. Et enfin, quelque chose qui parfois est aussi un petit peu ignoré, c'est l'exposition au risque financier. Selon l'instrument de paiement employé ou selon la solution d'acceptation choisie, le risque d'encaissement ne sera pas le même. La durée pour toucher les fonds, la durée de répudiation d'un paiement n'est pas la même. Je pense par exemple au virement SEPA versus un paiement carte. Je vous invite à regarder les durées de contestation pour un utilisateur, pour un usager, comme nous le sommes tous. Ce n'est pas exactement les mêmes. La première logique qu'on a posée, c'est de se placer d'un point de vue monocommerçant. Donc je suis un opérateur, je suis une autorité de transport, c'est quoi pour moi l'acceptation? Et ensuite d'introduire la logique masse. C'est quoi l'impact pour justement le paiement lorsqu'on évolue vers des solutions masse? Alors assez basiquement et encore assez simplement vu le temps imparti d'ailleurs. On est bon? Ok. C'est de passer d'un contexte monocommerçant à un contexte multi-commerçant. Donc en fait, d'être capable de centraliser les paiements sur l'opérateur du MAS pour éviter en fait une juxtaposition des différents canaux d'acceptation, des différents marchands et tenir la promesse d'un paiement unique, de tenir la promesse d'une interopérabilité des utilisations, des usages, et aussi avoir la pérennité d'un moyen de paiement. Si j'utilise en fait ma carte pour accéder au transport public, je m'attends à réutiliser le même moyen de paiement quand je vais prendre le taxi, sans doute, apparemment. Donc, ce qu'on voit, c'est que, ou ce qu'on préconise, ou en tout cas ce qu'on modélise, c'est la création d'un super marchand qui assurerait l'acceptation, mais aussi l'encaissement. Et c'est là où on arrive sur la notion d'encaissement pour compte de tiers, c'est-à-dire qu'on a un opérateur qui va jouer le rôle de représentation, d'encaissement auprès de services acquéreurs pour, sous son parapluie, un ensemble d'opérateurs, de commerçants qui viennent du transport public ou de services de mobilité privés. Et je ne vous parle pas de construire une fusée pour aller sur Mars, c'est des modèles existants qu'on utilise tous les jours. Donc j'ai entendu le terme de marketplace par exemple, c'est typiquement le modèle de Amazon, j'espère que je ne dis pas de gros mots ici, mais aussi c'est plus près et dans le segment de la mobilité, c'est le modèle qu'a retenu Nouvelle-Aquitaine Mobilité. Les enjeux liés à la mise en œuvre d'une telle solution, ils sont d'abord opérationnels, donc c'est bien identifier les flux de paiement et être capable de les ventiler selon chaque sous-marchand qui a généré en fait le paiement. Donc c'est avoir des règles a priori ou a posteriori pour ventiler les flux. Et le deuxième enjeu, c'est plutôt économique, alors plutôt dans le modèle économique. C'est-à-dire que l'opérateur de l'encaissement pour compte de tiers va, et on l'a dit, se rétribuer, se rémunérer en fait sur ce service, et c'est sur un modèle de commission généralement, qui sont prises soit en netting lorsque c'est reversé, soit qui peuvent être facturés a posteriori. Et c'est là où on va pointer un peu plus du doigt en fait cette problématique d'un mélange de recettes publiques et privées, et justement ce système de commission met un petit peu en lumière certains freins au niveau de la gouvernance et de ce principe d'encaissement pour compte de tiers. Merci, on a vu que
Merci beaucoup. Bon, là il reste 5 minutes pour les questions. Alors, je pense est-ce que tu veux peut-être rapidement conclure et passer la parole pour les questions? Non, c'est bon. On peut boucler sur les questions, il n'y a pas de problème, on avait presque terminé. Ok. Merci beaucoup. Est-ce que ces prises de parole diverses vous interrogent et vous posent certaines questions que vous auriez envie de soumettre? Oui, tout devant. Il y a un autre qui arrive, un micro qui revient à la rescousse. Allô? Ah oui, c'est bon. Oui, une petite question. Est-ce que vous avez pu, dans votre groupe de travail, vous rendre compte peut-être du besoin qu'il y a de faire des packages de mobilité, tout ça? Parce que c'est quelque chose que tout le monde imagine faire avec le MaaS. On a dit que ça se faisait très peu. Et est-ce que quand même, il y a une envie, une appétence des usagers pour ça? Je te passe le micro après, mais la réponse est... Alors, dans mon sous-groupe, il y avait notamment des acteurs du monde de l'entreprise, du monde du B2E, en fait, et qui se positionnent sur des masses entreprises. Et pour eux, la réponse est absolument oui, et absolument nécessaire, en fait, de créer un package, et puis ensuite de créer un reversement clair et très très précis, avec des acteurs extrêmement divers. Voilà. Donc la réponse est oui, au moins pour le B2E. Aujourd'hui, par contre, le retour d'expérience en France, c'est surtout que la difficulté, ça va être d'abord de s'accorder sur des profils. Pour ceux qui étaient hier à la conférence Villerailler Transport, effectivement, il a été pointé du doigt, là, par exemple, qu'est-ce que c'est qu'un jeune? Aujourd'hui, un jeune dans N réseaux, sur N services de mobilité, c'est pas du tout la même définition. Pour créer des packages, il faut d'abord se créer des communs. Et donc, il y a déjà cette première limitation aujourd'hui de partenariat qu'il faut lever avant de se projeter même vers le package qui ensuite implique un traitement commun, en fait, du risque financier qu'on encourt, en fait. À toi, Jean-Philippe. Je pense que cette notion de package, elle est importante parce que c'est vu aussi comme un moyen d'attirer de nouveaux usagers. Il y aura forcément derrière la notion de package un aspect de simplification de l'accès à différents modes, de grouper différents services à travers un même acte d'achat. Mais il y a aussi une volonté souvent d'apporter un ajustement tarifaire en faveur de l'usager qui fait que la combinaison de l'achat de plusieurs services lui revient moins cher que des achats séparés. Et là, on va rentrer dans un niveau de complexité qu'on n'a pas encore, moi que j'ai pas encore vu traiter en France, même si on a vu traiter à l'étranger, qui est par rapport à tout ce que disaient là, à la fois Thomas et Adrien sur la répartition des recettes, les contraintes d'une recette publique qui fait que tout euro perçu est dû. Mais quand je fais la somme de A plus B, se vend pas A plus B, mais A plus B moins 3, comment je répartis la recette? Qui prend en charge le moins 3? Ou est-ce que c'est ce que tu disais aussi tout à l'heure, est-ce que ce package doit être l'opportunité de refondre la gamme tarifaire ou des conditions de vente qui font qu'on n'est plus en train de parler de A plus B, mais un prix usager qui est différent du prix perçu par l'opérateur. Et ça, effectivement, ça touche beaucoup plus qu'au paiement, ça touche à la relation, à la délégation de services et les conditions de délégation entre les AO et leurs opérateurs. Donc ça peut toucher si on veut aller vers ce type d'ajustement tarifaire. Oui, troisième rang, oui. Merci, bonjour. Thomas de Bassompierre, je suis de la Société des Transports en commun bruxellois. On vient de lancer un MaaS très similaire à celui de Clermont, qui s'appelle Floya. Évidemment, on conçoit bien toute la complexité qu'il y a derrière les paiements et on en a connu l'expérience pendant la dernière année et demie. J'ai une question qui va peut-être être un peu provocante, mais les marketplaces, c'est une notion qui existe depuis longtemps. Vous avez mentionné Amazon. Alors évidemment, il y a une complexité autre dans la mobilité parce qu'il y a des systèmes de tarification qui diffèrent d'un opérateur à l'autre.
Mais ce qu'on observe, c'est qu'il y a des acteurs plus disruptifs, des fintech, des Stripe, des Adyen, des gens comme ça, qui bougent très très vite et qui viennent avec des solutions très innovantes. Et ce qu'on constate, c'est que sur le marché, les acteurs plus traditionnels ont parfois du mal à s'adapter et à suivre. Enfin, nous, évidemment, consommateurs de ce genre de service, on se pose un peu la question de savoir pourquoi. Je ne sais pas si vous avez la réponse à cette question-là. Alors, comment répondre à cette question? Disons que quand un acteur émerge après des acteurs historiques, par design, il va avoir des solutions scalables et qui répondent aux besoins existants et futurs beaucoup plus rapidement que des acteurs qui sont là depuis plusieurs années. Donc, par construction, ils vont avoir des plateformes, ils vont avoir intégré des systèmes ou des entités d'acceptation marketplace ou payment facilitator. Il y a une notion un peu différente, et donc ils vont être plus à même d'avoir une certaine agilité pour répondre à des besoins, et c'est bien ce qu'on caractérise entre la financial institution, donc les banques classiques, et les fintech. Peut-être qu'à un moment, tout ce beau monde se rejoindra, mais en tout cas, c'est là où un Adyen ou un Stripe, alors je suis totalement agnostique de toutes ces solutions, c'est là où ils vont avoir des capacités à être plus en mesure de répondre avec des approches très sectorielles, d'avoir vraiment, au lieu d'avoir une vision généraliste, d'avoir ciblé vraiment des segments à valeur ou à haute valeur, et à pouvoir développer des plateformes et des services de paiement adaptés à chacun de ces secteurs. Je ne sais pas si ça répond à votre question, mais... Merci beaucoup. On a encore la place pour une petite question, afin que personne ne reparte frustré. Pas de dernière question. Ok, eh bien, merci beaucoup. Je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour nos acteurs du MaaS et paiement. Je vous invite vraiment à aller voir le rapport qui est déjà en ligne et qui est très pédagogique et qui présente notamment des retours d'expérience assez concrets de plusieurs territoires, notamment Nouvelle-Aquitaine, Mulhouse et Saint-Étienne, je crois, et qui illustre vraiment cette façon différente qu'ont trouvé chaque territoire d'organiser les partenariats pour ces paiements. Nous accueillons maintenant sur la scène le groupe de travail MaaS et Voiture, qui là aussi interviennent à plusieurs voix pour relater la richesse des échanges qui ont eu lieu dans ce groupe de travail, qui a été emmené par Frédéric Gavel, ici présent, et à qui je laisse la parole. Bonjour à tous, je suis Frédéric Gavel, représentant de Syntec Ingénierie et représentant surtout de la société Agerop Conseil et Ingénierie. Je suis l'animateur du groupe de travail MaaS et Voiture, et pour m'accompagner dans cette présentation, Christelle Bottilagine de la TAM, Robert Olgiotti de la TAM, Pierre Plindou de MC2I et Jean-Marie Madoret de Mobility Partner. Alors le groupe de travail MaaS et Voiture a été créé sur la base d'un constat que le MaaS est surtout développé en France sous des formes multiples dans le domaine des MaaS publics, qui sont surtout orientés transport en commun, et également de MaaS privés, certains orientés transport en commun urbain et d'autres orientés plus vers la voiture. Mais également, en parallèle, il y a un certain nombre de MaaS ou d'émanations de MaaS qui sont des concepts qui se développent sous différentes formes, avec un élargissement des services des opérateurs autoroutiers, par exemple, dans le domaine du télépéage, des constructeurs automobiles, qui veulent, pour beaucoup, élargir leur chaîne de valeur, les services qu'ils proposent, notamment en termes de télépéage, de cartes privatives, de navigation, et également partir vers des solutions multiservices et de la multimodalité. Donc au final, le groupe de travail s'est attaché à regarder qu'est-ce qui était des perspectives de croisement entre ces deux mondes, le monde de la multimodalité, du MaaS urbain et également tout le monde de l'écosystème routier de la voiture. Alors le GT a fait un travail suivant 3 axes. Un premier axe qui a été la place de la voiture dans les applications de MaaS public.
un deuxième axe qui est l'évolution des services dans l'écosystème routier, et également un troisième axe qui a été une recherche de pistes d'évolution et de recommandations dans le cadre de l'évolution du MAS. Donc je vais laisser la parole à Pierre Plindou qui va nous introduire le MAS public. Bonjour à tous. Donc le MAS, on en parle beaucoup. Donc derrière le MAS, il y a les systèmes d'information multimodales, il y a la problématique de la billettique, et puis il y a cette capacité finalement à rassembler tout ça dans un outil complet à disposition des usagers. Et pour le coup, derrière ces usagers, on pense évidemment en premier lieu à ceux des transports publics traditionnels, le réseau de bus. Et ensuite, donc, dans cette application MAS, on va avoir la volonté d'intégrer de nouveaux modes de transport. Et c'est ainsi qu'on a ajouté progressivement différents modes. On pense à l'autopartage, par exemple, qui s'est retrouvé finalement sur la carte du MAS, avec la possibilité donc de louer la voiture en bas de chez moi. Le covoiturage, qui est aussi une des solutions des dispositifs mis en place par les AOM au service d'une mobilité globale, et donc incluse dans ce MAS. Et donc petit à petit, on a ajouté ces modes liés au transport routier. Et on s'est quand même dit, c'était intéressant de se dire que quand même 80% des déplacements se font en automobile. Et donc, ces applications, si on veut qu'elles soient les plus largement utilisées, il faut qu'on touche directement l'automobiliste, celui qui a jamais touché un transport public ou partagé de sa vie. Et donc à partir de là, de réfléchir à cette question d'intégration finalement du mode routier en tant que tel dans la chaîne de déplacement multimodal. Et donc se pose la question de l'intégration du mode routier directement dans des problématiques de calcul d'itinéraire, d'intermodalité avec les transports publics, et donc tout ça avec un outil qui pour le coup devient beaucoup plus compliqué et devient en compétition avec des outils qui sont déjà très bien implantés, on en parlait depuis plusieurs décennies, que sont les calculateurs d'itinéraires routiers, purs routiers. Et donc, des masses se sont développées autour de ça. On a donné des exemples, Clermont-Ferrand, Île-de-France Mobilité, qui commence à intégrer petit à petit ces sujets-là. Et puis il y a Montpellier qui est allé assez loin. Enfin, ils vont nous l'expliquer dans cette approche, en particulier avec la question du stationnement. Et puis un point aussi, c'est toute la capacité de gérer les données de la voiture au service de l'observatoire finalement des mobilités dans le périmètre de l'AOM et au-delà. Et je vous laisse donc la main, Montpellier, Tam. Merci. Bonjour. Alors je ne sais pas si on est allé assez loin, mais en tout cas on est parti, c'est déjà pas mal. Donc je vais prendre un peu de temps pour poser le cadre, parce que là on va faire un focus sur le MAS automobile, mais on va poser le contexte général. Montpellier, TAM, on est l'opérateur de transport collectif, donc bus, tram, TAD. Il y a aussi des partenariats assez développés avec une société d'autopartage, plus du covoiturage, Taxit, etc. Donc on a déjà, comme à Mulhouse, une brique qui est en place depuis plusieurs années, qui s'appelait EMA à l'époque, mais qui était compte unique, guichet unique. Et là, clairement, alors c'est un peu une avant-première parce que la vice-présidente transport fait demain une réunion de lancement officielle du projet MAS des politiques. Bon, avec le décalage horaire, on sera, on va dire, entre Paris et Montpellier, on sera en même temps. Il manque passe le premier plutôt. Non. Reviens. On n'a pas répété encore. Voilà. Donc, ça répondra aussi un peu aux questions qui ont été posées tout à l'heure.
la volonté, le MAS de Montpellier, enfin de la métropole de Montpellier, c'est un MAS territorial. C'est pas un MAS à vocation universelle, pour ça il y a Google. C'est un MAS métropolitain sur le territoire de la métropole, qui est financé par la métropole, parce que pour la métropole, c'est un outil de mise en application de ses politiques publiques. Donc le financement, il est porté par la métropole. Il a été confié, alors récemment, ça sera l'opérateur du MAS. Et clairement, le MAS, pour nous, en fait, c'est trois parties. C'est un territoire, un objectif et des outils. Donc le territoire, c'est la métropole de Montpellier, un peu élargi au bassin de vie, qui va, pour ceux qui connaissent, ça va de Montpellier, Sète, Béziers, Lunel, Nîmes. Voilà, c'est ça le bassin de vie. Clermont-Lérault aussi. Donc ça, c'est le bassin de vie. Et c'est un outil qui doit accompagner la politique publique, ce qu'on appelle le choc des mobilités. Pour ceux qui suivent un peu l'actualité, vous savez que depuis peu, le réseau métropolitain est gratuit, donc sur la partie transport. Alors c'est vrai que quand on consomme un MAS et qu'on enlève le levier prix, bon, on va réfléchir, on va chercher des solutions. Néanmoins, l'avantage, c'est gratuité, mais il faut qu'il y ait un titre. Donc en fait, on a déjà récupéré 300 000 profils. Sur 500 000 habitants de la métropole, nous, on détient une base client de 300 000 usagers. Donc, on fera un CRM après, on va y aller par briques, mais on va y aller. Donc, la gratuité des transports, ça sert à quoi en fait? C'est la politique de restriction de l'utilisation de la voiture. Ce n'est pas une politique anti-voiture, c'est la voiture où je veux, quand je veux, comme je veux. Je prends du temps, mais ça explique un peu ce qu'on a commencé à développer sur la partie stationnement. Donc la gratuité, c'est quand même la partie visible, mais il y a d'autres mesures politiques très fortes qui ont été déjà mises en place depuis plusieurs mois, voire années. Le développement du réseau cyclable. Pour ceux qui connaissaient Montpellier, il y a encore 2 ans et maintenant, on ne reconnaît plus la ville. Un nouveau plan de circulation, alors ça a été le choc de la circulation. La génération de la ville 30, bon, la mise en œuvre de la gratuité et l'extension de l'aire piétonne, et je vais rajouter l'extension des zones payantes. Là, tu peux y aller. Donc rapidement, bon, bah, ok, Montpellier, TAM, on est l'opérateur de transport, donc là, en partie transport, on a le monopole. Côté stationnement, on va dire, parking en ouvrage, on a la moitié du marché. Alors aussi, j'ai oublié de dire qu'on est passé SPL. Donc la métropole avait quand même 2 sujets depuis les élections. La transformation de la SEM en SPL, pour ceux qui ont besoin de... et la gratuité. Et maintenant, c'est, ben, ok, on a mis en place en gros le socle et on va passer au MAS. Donc partie stationnement, puisqu'on parle de la voiture, en gros la moitié du marché des parkings publics. Comme un SPL, d'ici 3-4 ans, on aura les 3/4. On a tout le stationnement payant de Montpellier, c'est 18 000 places. Ça correspond à une superficie, c'est la moitié de la ville de Montpellier. Donc c'est déjà pas mal. Il y a des communes qui sont vraiment périphériques, qui vont intégrer la SPL pour qu'on gère aussi le stationnement payant, Juvignac, Castelnau, etc. Et accessoirement, on a mis en service 5 véhicules d'API. Vous allez dire à quoi ça sert? C'est quand même un des outils, quand on réfléchit bien, qui nous permet de déployer toutes les mesures et les actions qu'on a mis en place. Donc, pour le MAS, on s'est posé, on a dit, voilà, quels sont les systèmes de collecte de données et ou quels sont les systèmes, les SI, de maîtrise des flux. Donc, c'est quoi la maîtrise des flux? Pour moi, gérer une zone piétonne, on maîtrise des flux. Gérer une station payante, on maîtrise des flux. Gérer des parkings, on maîtrise des flux. Donc, en termes de collecte de data, on a le LAPI, qui est un instrument redoutable. On a les systèmes de paiement. Alors, le MAS EMA, on a déjà le M-Ticket, le compte unique, le guichet unique, les eurodateurs, etc. On a déployé des capteurs de présence uniquement sur les places utiles à contrôler, pas sur toutes, ça sert à rien, donc les places PMR et les zones très courte durée. On est en train, alors du coup c'est Christelle qui pilote tous ces sujets passionnants, mais trop techniques pour moi, donc on va intégrer aussi tout ce qui est contrôle d'accès, parking public, P+Tram, et on espère un jour qu'on pourra récupérer au moins ou avoir accès à des données de GPS embarquées pour compléter toutes les données, les flux de trafic en gros. Donc là c'est pour expliquer pour le moment ce qu'on a mis en place. Donc on a tout un tas de données, ça a été très long de les trier, de les hiérarchiser. Ça, Christelle a mis quasiment 1 an, on va dire, pas loin d'1 an pour les qualifier.
Et de ce gros stock de données, on a développé 2 outils. Un, l'observatoire du stationnement, qui sera complété par l'observatoire de mobilité. L'avantage, quand on est l'opérateur de transport et qu'on est missionné par la métropole, c'est facile de s'entendre. Pas toujours, mais c'est facile. Et, alors là, rentre un peu plus dans le MAS, une application de guidage sur le territoire de Montpellier, sur la partie du périmètre de la zone payante, c'est-à-dire une application de guidage vers les places disponibles, qui intègre aussi des préconisations P plus tram en rabattement, parking centre-ville et stationnement payant sur voirie. Henri. Vas-y. Donc, la partie observatoire, on va dire 2 utilisations. Pour les collectivités, la mesure de l'effet de leur politique publique plus aide à la décision. Donc, classiquement, dans telle rue, on va faire une piste cyclable ou une voie de bus, on supprime 200 places. Quel était le taux d'occupation? Qui étaient les usagers, des abonnés, des résidents, des travailleurs, des pendulaires? Est-ce que le quartier a la capacité d'absorber tout ça? Oui, monsieur. Hop, allez, c'est parti, réunion publique, et il n'y a plus de stationnement. Donc c'est mesure des effets de la politique publique et de la décision. Et la partie après, pour l'exploitant, en tant que... Alors, il y a quand même un peu de recettes, c'est la qualité de contrôle du stationnement payant sur voirie. Je vais vite parce qu'on n'a que 10 minutes. Et deuxième outil, deuxième outil, j'espère que vous m'entendez, l'application de guidage. L'application de guidage, c'est, comme le disait Robert, c'est... Plus près le micro. Ok. L'application de guidage, donc c'est une application qui va assister l'usager pour trouver des places de stationnement potentiellement disponibles sur la voirie, bien entendu dans les parkings. Bon, ça c'est assez simple à gérer, que ce soit en parking relais, on fait du rabattement vers le parking relais, et les parkings en ouvrage, mais la difficulté la plus importante, ça a été de gérer la poussée de l'usager vers des places de stationnement. Je dis bien potentiellement disponibles, parce que ça, on s'est fait aider on a utilisé la data science et l'intelligence artificielle pour arriver à prédire des choses qui se rapprochent de plus en plus de la vérité. On n'est pas encore à 100% parfait, parce qu'on n'est pas équipé de capteurs sur toutes les places, mais c'est une application qui aide l'usager quand même dans son ensemble. C'est pas si loin de la vérité. Oui? Non, on est presque à la vérité. On n'y est pas encore. Voilà pour l'application. La vidéo. En tout cas, on est la vérité est la plus proche de la vérité que tout ce qui existe actuellement. Ça, je tiens à le dire. Alors, je suis pas sûr que la vidéo soit opérationnelle, malheureusement. C'est pas très grave. Ah si. Par contre, je sais pas si... Notre ville, largement connectée, produit à chaque instant des milliers de données. Ces données bien exploitées peuvent nous aider à mieux comprendre la ville et sa réalité pour ouvrir la voie à une gestion dynamique de l'espace public et de la mobilité urbaine. C'est pourquoi nous avons créé l'Observatoire du stationnement, un outil de data visualisation qui compte. Elle est à moitié opérationnelle. Bon. On nous a coupé le son, mais c'est en gros, pourquoi on a fait ça? C'est parce qu'on doit faire une présentation au maire président et aux élus vers mai-juin, et c'est toujours compliqué de faire une démonstration quand c'est en mode internet, dans des salles de la collectivité avec 25 pare-feux, etc. Et puis, pour comprendre les notions. Donc, on vous le présente, c'est juste pour dire, voilà, quelles sont les sources de données qu'on a récupérées et comment on les traduit, les taux d'occupation, les taux de paiement, les taux de contrôle, etc., etc. Donc, on va passer vite, et du coup... Alors, on ne maîtrise pas la vidéo, pour le coup, on n'a pas de son. Peut-être que vous pouvez la stopper. Durée moyenne de stationnement. Le nombre de contrôles effectués, le taux de non-respect pour identifier les zones où les règles de stationnement ne sont pas respectées. Cette vision globale des données compilées permettra de mieux comprendre les habitudes et les préférences des automobilistes afin de prendre des décisions éclairées, anticiper les besoins et améliorer l'expérience de stationnement pour tous les citoyens.
Collecter, agréger et analyser les données de stationnement pour proposer un service innovant à la collectivité est une contribution sans précédent à la stratégie de cité intelligente que déploie notre métropole. Pensé pour répondre aux nouveaux enjeux de gestion de l'espace public et de mobilité, l'Observatoire est une solution numérique avancée, entièrement dédiée au management du stationnement et de l'espace urbain de Montpellier. Levier de transformation de notre ville, il contribue à la rendre plus fluide, inclusive et apaisée, pour que chaque usager y trouve sa place, simplement et sereinement. Alors, très rapidement, alors l'appareil, on a eu le droit de vous en parler depuis hier. Donc là, c'est vraiment le premier service qui est intégré dans le mast et qu'on peut l'imaginer, c'est-à-dire que il manque une slide qui était avant. Voilà, encore avant. Avant, c'est avant, après, c'est après. Bon, je fais simple. La métropole de Montpellier a lancé un appel à manifestation d'intérêt privé pour déployer un réseau de bornes recharge sur l'espace public, donc en voirie. En gros, c'est 600 bornes qui seront déployées à l'été prochain. Et dans les prérequis du cahier des charges, c'était le paiement se fera de façon privilégiée par l'application de la métropole M-Ticket. Donc, il y aura toujours les règles d'itinérance, vous pouvez toujours venir à notre carte bancaire, mais potentiellement, les 300 000 embasés, bon, ils ne connaissent pas tous, mais en fait, l'idée, c'est on utilise la carte métropole et c'est l'appli qui, en fait, moi je ne suis pas technicien, c'est l'appli qui encaisse et qui retracera aux fournisseurs d'électricité ça va. Et la boîte qui a fait ça, qui s'appelle Itotem, qui est une boîte stéphanoise, qui a parfaitement compris la politique de Montpellier, en fait a fait une offre, il y aura la gratuité de la recharge, alors la recharge, comment ça s'appelle 2 kW, enfin gros, pour tous les porteurs du M-Ticket. Et après, il y a des tarifs particuliers, préférentiels pour les autres puissances, chercher la puissance. Alors, il a fait son modèle économique qui s'y retrouve, et pour dire que le parcours client, il est totalement intégré dans l'application M-Ticket. Et cerise sur le gâteau, on va déployer donc 600 bornes de paiement, il y en aura à peu près 300 dans le centre-ville de Montpellier, la zone payante, et l'enjeu c'est comment on s'assure que ces places ne soient pas occupées par des voitures thermiques. Donc en fait ce qu'on va faire, c'est avec notre véhicule l'API et un interfaçage avec le système de recharge, on arrivera à détecter les voitures en recharge où il y aura gratuité et les voitures qui ne sont pas en recharge ou véhicules thermiques qui seront sanctionnées d'un forfait post-stationnement. Ça c'est vraiment la première brique d'intégration, j'allais dire, complète telle qu'on peut la décrire dans les masses d'école. Voilà, c'est fini pour nous. Donc bonjour à toutes et à tous. Alors j'ai également participé au GT Masse et Voiture. Donc nous venons d'entendre une présentation d'une application Masse, donc avec les travaux réalisés à Montpellier, présentés par Christelle et Robert. Des travaux du même ordre ont déjà été réalisés ou sont en cours de réalisation dans d'autres villes en France ou ailleurs. Certains exemples ont déjà été donnés un petit peu plus tôt dans l'après-midi, mais on peut aussi citer Bordeaux par exemple, on peut aussi citer la Principauté de Monaco, avec un MAS qui intègre d'ailleurs une fonctionnalité de paiement du stationnement en voirie. Donc voilà, les sujets se recroisent. Et bien entendu dans d'autres villes européennes comme à Anvers par exemple, ou également en Amérique du Nord, c'est aussi un sujet à enjeu là-bas. Et je pense à Montréal, pour ne donner que ces exemples-là. Il y en a bien entendu beaucoup d'autres. Donc suite à la tenue de ce groupe de travail, donc, qui concerne la voiture et le MAS, 2 points semblent émerger. Donc le premier, c'est la voiture individuelle qui semble être un vecteur d'intermodalité, donc c'est-à-dire un facilitateur d'utilisation des transports en commun. Ça, je pense qu'on ne l'avait pas encore dit dans l'après-midi, mais c'est quelque chose qui émerge. Et également, pour que cette intermodalité puisse avoir lieu, la connexion donc, entre la voiture et les transports en commun doit être faite
Et le sujet du stationnement est donc central. Et comment garantir un stationnement aux automobilistes souhaitant prendre les transports en commun, c'est finalement la question. Donc pour y arriver, il sera nécessaire d'intégrer dans le MaaS une interface globale pour la réservation de places de stationnement. Et plusieurs sujets restent à traiter, à adresser. Et des contraintes nombreuses sont à prendre en compte. Il y a notamment donc les interfaces qui sont en général assez chères économiquement et qui peuvent mettre à mal donc un modèle économique. Pourquoi elles sont chères? Parce qu'elles sont complexes, on l'a vu précédemment. Ces interfaces devront être mises à disposition de l'ensemble des utilisateurs, notamment des automobilistes, et tous les automobilistes, donc les locaux, les interurbains, mais aussi les touristes. Donc comment faire en sorte pour que ces interfaces soient utilisables rapidement et trouvables, entre guillemets, rapidement par l'ensemble des utilisateurs. Et enfin, troisième contrainte importante qu'il est nécessaire de prendre en compte, c'est le rôle de chaque acteur qui devra être précisé. Donc je pense notamment aux AOM, elles ont été citées à de nombreuses reprises, les donneurs d'ordre, les exploitants publics, semi-publics et privés. Donc je pense bien entendu aux transports en commun, aux parkings et aux opérateurs de mobilité. Voilà, merci. Donc maintenant, on va passer rapidement à l'évolution des services dans l'écosystème routier. Alors c'est un écosystème qui est relativement vaste, avec un premier domaine qui est le domaine des autoroutiers, qui est le domaine du télépéage. Le télépéage en France, c'est quasiment 13 millions d'abonnés en 2022-2023. Et en parallèle à ça, donc, les opérateurs ont développé des applis qui sont mises à la disposition de leurs clients, qui leur permet d'avoir un compte client unique, qui leur permet le paiement, qui leur permet le guidage vers des parkings, par exemple, vers les bornes de recharge. Et donc, de forts enjeux. Donc les opérateurs, c'est entre autres Vinci Autoroute. Vinci Autoroute, c'est quand même 6 millions d'abonnés. C'est Bip & Go du groupe Sanef. C'est la société AP2R. Donc des opérateurs qui ont quand même un grand nombre d'abonnés. Et pour eux, les enjeux principaux, c'est la massification des clients pour limiter les coûts. Parce que bon, c'est 13 millions d'abonnés. Donc en gros, c'est limiter les coûts à l'abonné. C'est un des enjeux majeurs des opérateurs autoroutiers. Ensuite, d'autres opérateurs qui sont plus des opérateurs du domaine privé, mais pour lequel TAM a déjà abordé le sujet, ce sont le stationnement, donc avec des opérateurs privés qui interviennent dans le stationnement privé de surface, qui proposent les mêmes solutions qui ont été proposées à Montpellier, mais qui proposent également des innovations telles que des tarifications selon la caractéristique des véhicules, les profils d'usagers, une seule appli, et également les opérateurs qui interviennent dans le domaine parking urbain et périurbain. Donc là, c'est tout le domaine des parkings, que ce soit les P+R, les covoiturages, les parkings publics, privés. Et là, les deux ont les mêmes enjeux, qui sont des enjeux de mise à disposition des données temps réel, des enjeux également d'intégration dans une multitude d'équipements de péage dans les parkings, par exemple. Donc c'est relativement complexe parce qu'en gros, chaque parking est une individualité et qui sont des enjeux d'intégration des parkings dans le MaaS. Et là, pour le coup, la FNMS, la Fédération nationale des métiers du stationnement, est en train de développer une API de vente et de réservation en ligne. Ensuite, d'autres projets qui sont mis en place, entre autres par la DGTIM, le ministère des Transports, ou l'ex-ministère des Transports, qui est le projet Coupitz, qui permet, à partir des données données par les exploitants routiers, autoroutiers, que sont les DIR, que sont les autoroutes, qui permet la mise à disposition d'une application de type MaaS au niveau des usagers. Donc ça, il y a eu beaucoup de sites de tests qui ont été réalisés au niveau autoroutier, qui ont été réalisés notamment sur l'agglomération de Bordeaux, du moins la métropole de Bordeaux, qui a fait beaucoup de développement dans le domaine et qui a permis le développement de Coupitz. Les systèmes embarqués dans les véhicules, alors ça c'est quelque chose qu'on connaît depuis 20 ans maintenant, avec l'arrivée des TomTom, des Coyote, des Garmin dans les années 2004-2005.
Ensuite, Waze qui est arrivé en 2010, qui a quand même permis la gratuité de l'information, la gratuité de la mise à disposition des fonctionnalités et des services. 2014, c'est Apple CarPlay et Android qui sont commencés à apparaître dans les voitures. Et 2018, c'est un peu une révolution, on ne va pas dire industrielle, mais une révolution technologique avec les constructeurs qui ont commencé à investir fortement dans les systèmes de navigation embarqués, dans les systèmes de gestion des véhicules. Et donc, depuis 2023, de nombreux constructeurs annoncent maintenant des associations avec des principaux éditeurs que sont TomTom, que sont Google. Tout à l'heure, on a entendu parler Renault, mais il y a également Volvo, Stellantis, ce groupe, du moins Peugeot, Citroën et autres, qui partent plutôt avec Amazon. Donc l'objectif, c'est quand même de proposer des plateformes technologiques ouvertes, des plateformes orientées services et centrées sur le client. Alors, le groupe de travail a travaillé également sur les pistes d'évolution et les recommandations qu'on peut donner justement dans le cadre de cette convergence, si on peut dire, qu'on espère, à vrai dire, entre les systèmes masse publics, entre tout ce qui se fait dans le domaine du système éco-routier. Alors, une première recommandation, c'est qu'il faut inclure la voiture dans le masse, parce qu'on n'a pas d'autre solution. La voiture représente quand même 73 à 74% des actifs et des gens qui vont travailler utilisent la voiture tous les jours, même si malheureusement elle représente 16% des émissions de CO2. On ne peut pas développer l'usage GTC sans prendre en compte un trajet de bout en bout, c'est-à-dire un trajet du domicile jusqu'au bureau, mais qui passe par le P+R, qui passe par le métro, qui passe par le tramway et qui se termine le caso à pied jusqu'au bureau, et vice-versa le soir. Donc également un MaaS qui inclut l'ensemble des offres de mobilité, parce qu'un MaaS, il sera utilisé que s'il est efficace. Un MaaS non efficace ne sera pas utilisé et sera délaissé, ni plus ni moins. Ça, c'est valable pour tout logiciel, c'est valable pour toute application. Et également, ce qu'il faut, c'est quand même des modes de calcul qui soient pertinents et qui permettent d'avoir des temps de parcours, qui permettent d'avoir des temps d'attente relativement pertinents pour l'usager. Et ce qu'il faut également, c'est inclure le MaaS dans la voiture. Donc ça, tout à l'heure, Renault en a parlé. Donc c'est quand même des priorités des constructeurs. Et également, ce qu'il faut, c'est une volonté politique, parce que le MaaS, c'est quand même un vecteur de décarbonation des mobilités, donc une véritable volonté politique. Instaurer des obligations pour les métropoles, comme ce qui s'est fait sur Montpellier, mise en place d'un observatoire du MaaS, utiliser les systèmes, l'API, complètement, et mettre à disposition des opérateurs publics-privés des infos temps réel. Et contribuer à l'utilisation des intra-urbaines. Et en conclusion, ce qu'on peut dire, c'est qu'il est indispensable que les outils MaaS et leurs fonctionnalités soient adaptés, à vrai dire, aux besoins réels des usagers. Ça, c'est primordial, et qu'ils soient précis et réalistes. Ensuite, ce qu'il faut, c'est que tout le monde profite des directives de l'Union européenne sur l'ouverture et le partage des données, qu'elles soient appliquées et mises en œuvre en France. Ensuite, ça ne va pas faire plaisir à certains interlocuteurs dans la salle, mais il faut également que les métropoles ne restent pas dans la métropole, mais se décloisonnent, permettent aux autres d'utiliser leurs données pour que justement tout l'écosystème routier puisse venir se connecter à eux et que l'utilisation puisse se faire de bout en bout. Alors je sais, c'est pas évident, ça peut être problématique du point de vue politique, mais dans tous les cas, ça ne pourra marcher que si ça se fait. Et ensuite, ce qu'il faut, c'est l'ouverture des métropoles à tous, et que ce ne soit pas simplement, au final, les GAFAM ou les MAMA, maintenant ça dépend comment on les appelle, puissent prendre le pouvoir et puissent, que ce soit des développements, que le MaaS puisse être développé par des petites, moyennes entreprises, pour que le MaaS puisse rentrer dans les territoires et puisse s'étendre au niveau national. Merci. Merci beaucoup Frédéric, merci beaucoup à tous les intervenants. Alors, on va prendre quand même quelques questions, une ou deux questions, pour pas trop empiéter non plus sur la présentation d'après. On a une question tout devant, avec nos amis de Clermont-Ferrand. Oui, encore moi, bonjour. Donc oui, question pour Montpellier sur le stationnement en voirie. Est-ce qu'il a été question, parce que proposer un guidage vers
vers des places en voirie en centre-ville, ça peut être problématique. Enfin, nous, en tout cas, clairement, les élus de la ville la ville, en gros, veut pas trouvait que c'était une mauvaise idée de guider vers du parking en ville, parce que les gens qui habitent à l'extérieur iraient inévitablement se garer au plus près de leur lieu d'arrivée. Alors oui, ça a donné lieu à des débats et des réflexions politiques. Mais bon, je suis allé très vite dans la présentation, mais si vous voulez, dans la pensée de l'exécutif, c'est de dire, c'est pas anti-voiture, c'est que de toute façon, il y a des voitures qui vont passer. Il y a des voitures qui vont y aller. Donc au lieu que le aille n'importe où et que le tourne en haut, etc., c'est en fait, dans un premier temps, la promesse, c'est de dire, allez, on va fluidifier. Pour ceux qui vont aller, vont fluidifier. Après, quand même, il y a un outil qui permet de réguler, c'est les tarifs du stationnement. Donc, si vous voulez y aller, on va vous y amener, vous irez vite, mais vous paierez. Mais au-delà de ça, ça c'est la première étape dans ce qu'on a imaginé avec Christelle, c'est qu'à un moment donné, on cherchera à avoir soit un système d'incitation vers les bons comportements, vers les bonnes zones, en fait, pour désengorger. Et ce qu'on croit aussi, c'est que quand on regarde les flux, il y a à peu près 6000 places de parking tramway en ville. Ils sont pleins à 50%. L'objectif de la gratuité, c'est d'augmenter 10, 20, 30% de report modal. Il n'y aura pas assez de places, ça c'est clair. Donc du foncier, il n'y en a plus, et puis c'est bête d'engager du foncier. Et par contre, des places libres sur voirie, il y en a encore pas mal. Donc en fait, c'est aussi de faire une sorte de rabattement sur des P+ tram diffus, c'est ça l'idée. Donc pour le moment, on cherche à avoir un outil qui fonctionne, parce que c'est pas simple du tout, un outil qui fonctionne, et quand il fonctionnera bien et qu'on aura crédibilisé la promesse, on pourra se déporter sur des sujets qui sont beaucoup plus sur la régulation. Mais alors, petit conseil, mais personnel, si vous voulez réguler le stationnement en centre-ville qui n'a pas de voiture, vous augmentez les tarifs, vous foutez des lapis et vous verrez qu'il y aura moins de voitures. Parce que depuis qu'on a mis les 5 lapis et qu'on a augmenté les tarifs, il y a de la place dans le centre-ville de Montpellier. Et en plus, ça rapporte de l'argent. À bon entendeur. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Peut-être une dernière question? Bon, je suis sûr que vous avez plein de questions à leur poser, mais c'est vrai que le temps avance et dans tous les cas, nos intervenants restent à disposition juste après ou peut-être par la suite pour continuer à répondre à vos questions. On vous remercie beaucoup pour vos 2 présentations en une, finalement, qui est très intéressante avec ce retour d'expérience très concret de Montpellier. Merci beaucoup à vous. Un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît. Donc le rapport n'est pas encore disponible, mais le sera très bientôt sur le site donc, de l'Observatoire des Masses, lui-même hébergé sur le site de France Mobilité. Donc j'appelle sur la scène à présent Jean Seng, que vous avez vu tout à l'heure, et qui va vous parler de l'ouverture des canaux de vente pour cette dernière présentation de l'après-midi. Oui, merci Jérôme, et merci à la régie pour le support. Alors je vais essayer d'être assez énergique et dynamique, parce qu'on est en fin de journée et apprécier différentes présentations, pas forcément évident de rester concentré. Alors sur ce sujet de l'ouverture des canaux de vente, on en a parlé de manière indirecte à quelques reprises, ça a été mentionné par certains dans les interventions. Il s'agit à la base d'un sujet qui est très concret, et donc avant de parler de manière, je vais dire, juridique ou des sujets très précis de ce qui est marqué dans la LOM, une prise de recul pour déjà commencer à parler un petit peu des enjeux, parce que pour l'usager, ça renvoie en fait à des choses très concrètes. Je crois que c'est Joël, un peu plus tôt dans l'après-midi, qui disait « Oui, c'est bizarre, on parle de plein de sujets, on parle de la masse, on parle de mobilité de service, de mobilité par association de services, on parle de différents sujets. » En fait, ce que je voulais signaler, c'est que dans cette histoire d'article 28, on est un petit peu dans ce périmètre, cette idée de service numérique pour des objectifs de mobilité. Et lorsqu'on parle de ces services numériques, alors on peut, Sylvain, je crois un peu plus tôt, faire 7 niveaux de fonctionnalité ou de hiérarchisation. J'en reste à des choses très concrètes. Quand je suis usager, quand on a Martin Dupont qui souhaite se déplacer, on a besoin, me semble-t-il, d'informations. Comment je vais de A à B, ça c'est quelque chose qui, je pense, est attendu, combien ça coûte, éventuellement de l'information en temps réel. Mais il y a aussi un autre sujet qui peut aussi beaucoup intéresser l'usager, c'est les questions de réservation, d'achat,
la réservation éventuellement de services de mobilité. Et donc sur ces deux fonctionnalités, observez également qu'on peut faire ça pour du transport public, pour du bus, du métro, du tram, mais quelque part, au sens de la mobilité de manière large, de manière multimodale ou intermodale, vous pouvez y mettre du covoiturage, vous pouvez y mettre du vélo en libre-service, du stationnement en ouvrage, etc. etc. C'est quelque chose qu'on peut voir de manière très large en termes de périmètre. Et donc, je fais un petit clin d'œil, je salue Laura qui est toujours là. Il y a donc des exemples de services dits MaaS, et donc je fais un clin d'œil à Mulhouse, parce que je viens d'ailleurs de Mulhouse. Et donc, il y a à Mulhouse un compte mobilité, et donc c'est un peu ça qu'on a à l'esprit quand on parle de services MaaS, parce qu'il y a plusieurs sujets plusieurs modes qui sont intégrés, plusieurs fonctionnalités qui sont présentes. Donc voilà, c'était la vision de l'usager, pourquoi on a besoin de services numériques. Et donc j'en viens tout doucement, je fais le lien avec le sujet de l'article 28. Il y a eu, en termes de choix ou en termes de cadre juridique, le souhait au moment de la LOM, donc en 2019, dans ces eaux-là, il y avait cette idée de poser un cadre sur les services numériques multimodaux, c'est comme ça que c'est désigné dans l'article 28. Et du coup, on cible un sujet très précis, quelque part en termes de périmètre. Ce sont les problématiques de distribution, les problématiques que je qualifiais d'ouverture des canaux de vente. Je vais expliquer après pourquoi on parle de cette ouverture de canaux de vente. Et au moment de la LOM, même si je n'étais pas là au moment du vote de la loi, je comprends que l'objectif, en tout cas du législateur, lorsqu'on a posé ce cadre, c'est voilà, le fait d'encourager l'émergence de fournisseurs, d'acteurs, éventuellement publics ou privés, qui puissent proposer des services numériques pour la mobilité. Et donc, c'est à la fois pour les acteurs publics ou privés, mais aussi, quelque part, aussi in fine, pour l'usager, pour que l'usager puisse bénéficier de tels services. Et donc, sans rentrer dans toutes les subtilités, parce que c'est pas l'objet et que ça va peut-être pas intéresser tout le monde, dans ce cadre juridique sur l'article 28, j'essaie de mettre en avant quelques idées phares de ce cadre juridique. Première idée, c'est qu'il y a des choses décrites au niveau national. On a des exigences, des principes qui sont définis dans la loi, dans cet article 28. Il y a aussi d'ailleurs un décret d'application. Et donc, il y a par exemple des obligations. J'ai essayé de donner des exemples à ce fournisseur de services numériques. Il doit proposer l'ensemble des services en termes d'obligations. Il y a aussi des obligations de partage de données. Ça, c'est d'ailleurs dans le décret que vous pourrez y lire qu'il y a des obligations de partage lorsqu'on veut faire du service après-vente, lorsqu'on veut faire de la lutte contre la fraude. Il y a quelque part obligation de partager des données entre, d'une part, ce fournisseur de services numériques, mais également des acteurs transport, notamment par exemple l'opérateur de transport. Et puis il y a aussi des droits. Lorsque vous lisez le Code des transports, allez jeter un coup d'œil à L1115-11. Et lorsque vous regardez cet article de loi, vous verrez qu'il y a des droits qui sont ouverts. Alors, dans certains cas ou dans certains éléments de modèle, je ne rentre pas dans tous les détails, mais retenez qu'au niveau national, il y a des droits, des obligations, et que en complément, il y a des éléments, quelque part, une liberté au niveau local, parce que le législateur de l'époque avait estimé qu'il n'était pas forcément pertinent ou même possible de décrire tout au niveau national. Donc, charge aux acteurs locaux de pouvoir conclure notamment un contrat entre, d'une part, les acteurs qui vont proposer ce service numérique, d'une part, et donc les acteurs transport, d'autre part. Ça peut être notamment l'opérateur de transport. Ce contrat, il doit porter sur pas mal de sujets, des sujets techniques ou financiers, avec des exigences. Je vous renvoie à cet article 28, je ne rentre pas trop dans le détail, mais en tout cas, voilà, dans l'esprit, le national, le local, de manière complémentaire. Et donc, pourquoi, j'y reviens encore quelques secondes avec cette slide, pourquoi proposer cet article 28, pourquoi avoir proposé cette ouverture des canaux de vente? Si vous avez écouté ces différentes présentation cet après-midi sur le MaaS, vous aurez peut-être pu constater qu'il y avait, c'est vrai, cette vraie complexité au niveau de l'écosystème en termes de services de transport public ou au niveau de services de mobilité. Et donc, ce que j'essaie d'illustrer de manière très très simple sur la gauche de la diapo, c'est le fait qu'il y a quelque part cette vision encore peut-être parfois silo. Vous avez du transport public, du bus, du tram, du métro, un opérateur de transport public, je caricature. Vous pouvez avoir des acteurs pour le ferroviaire, un opérateur en France,
qu'on connaît. Il y a des acteurs qui proposent par exemple du free floating, ça peut être de la trottinette. Et il y avait donc quelque part cette vision silo, et l'usager, encore parfois dans des territoires, il a, sauf à Mulhouse, parce qu'à Mulhouse on a le compte mobilité, il y a cette idée qu'il va devoir composer avec cette vision silo et donc éventuellement télécharger plusieurs applications, faire face à plusieurs parcours usagers, une vraie difficulté pour l'usager et quelque part autant de freins aux objectifs de report modal, aux objectifs d'intermodalité, voire de multimodalité. Et donc cet article 28, qu'est-ce qu'il propose? Passer donc de cette vision silo à gauche à une vision beaucoup plus mutualisée, intégrée, et le fournisseur du service numérique, il va prendre en charge quelque part cette complexité en termes d'écosystème, mais simplifier la vie de l'usager. Il aura, l'usager, la possibilité de faire appel donc, à cette application. Et donc, dans les éléments de constat sur cet article 28, donc qui date, l'article de loi date de 2019, il y a un décret qui date de fin 2021. Des éléments de constat, il y a eu dans les éléments de constat des difficultés à mettre en œuvre quelque part cet article ou ce cadre juridique, parce qu'il y a des éléments de concept. On introduit ce concept donc, de fournisseur de services numériques multimodal, on parle de gestionnaire de services, on parle de différents sujets, donc pas forcément évident. Il y a plein de sujets aussi concrets, techniques, juridiques, opérationnels, qui ne sont pas forcément évidents à traiter. Typiquement, on en a parlé cet après-midi, les sujets par exemple d'encaissement de recettes. Il y a des sujets de standardisation, j'ai une petite slide juste derrière. Et donc, fort de ce constat des difficultés, des freins qui étaient rencontrés par l'écosystème des acteurs transport, le ministère, accompagné de Transammo, que je salue au premier rang, a souhaité mettre en place un certain nombre d'actions de concertation qui visent à répondre à cette problématique des freins. Et donc, en 2023, plusieurs ateliers de travail ont par exemple été mis en place, des ateliers en présentiel avec différents représentants. Ça pouvait être des autorités organisatrices, des opérateurs de transport, des industriels ou des experts pour travailler sur ce sujet-là. Il y a eu une consultation, même 2 consultations publiques pour faire part de ces idées. Il y a eu également des webinaires à destination de différents acteurs. Et mon propos est de dire que grâce à ces différentes actions de concertation, on a pu, me semble-t-il, partager des éléments de constat sur ces freins et surtout, plus intéressant, au-delà des freins sur différents registres, le fait de proposer des actions. Et donc, c'est, je crois, tout en bas de la diapo, on arrive quelque part en termes de livrables de cette démarche, en termes de concertation, sur un plan d'action qu'on souhaite pouvoir publier très prochainement. Le plan d'action, de manière, là, je fais une sorte de teaser, ça ne va pas être très original, c'est en fait les sujets qui ont été discutés en 2023 avec l'écosystème ou ceux qui ont été présents. Il y aura des sujets relevant quelque part du juridique, de l'opérationnel, des éléments aussi de cartographie, pas forcément évident de s'y retrouver lorsqu'on fait intervenir des acteurs transport, des intermédiaires, des PSP, des industriels biotiques. Donc voilà, tout ça, pas forcément évident. Et si vous voulez y ajouter le code des transports, le code de la commande publique, le CGCT ou le code monétaire et financier, donc une vraie complexité. Donc un plan d'action que le ministère a quelque part donc co-conçu avec les acteurs de l'écosystème transport et qu'on souhaite publier très prochainement. Et pour finir, et j'espère ne pas être trop long, Jérôme, des éléments de standardisation, parce que pour ceux qui ont lu ou qui ont eu la curiosité de jeter un coup d'œil au Code des transports pour sa partie réglementaire, dans R1115-17, il y a par exemple une disposition qui évoque ce sujet de l'interopérabilité. C'est quand même pour le ministère un sujet très important, le fait de pouvoir, dès lors qu'il y aura des connexions entre des systèmes, le fait de faire appel à des interfaces. Et donc, projeter derrière moi une sorte de panorama qui se veut assez simple, assez schématique, avec ces briques dont je parlais. Il y a des briques d'information voyageurs, il y a des briques sur la biéthique. Et donc, pour différents modes, il y a soit d'ores et déjà des normes qui existent. Pour ceux qui sont initiés dans le domaine du transport public, il y a les fameuses NETEX et CIRI, donc des normes européennes. Mais il y a aussi d'autres mode, il y a le covoiturage, le stationnement, etc. Et donc, il y a des standards qui sont en cours de production, qui seront disponibles prochainement. Et donc, notre ambition est de pouvoir partager à la fois cette cartographie, certes, mais aussi le fait de pouvoir partager l'utilisation de telle ou telle norme ou standard
dans ces services numériques à des fins d'interopérabilité. Et donc je crois que c'était ma dernière diapo. Je vous remercie pour votre attention et je suis bien sûr à disposition pour les questions. Merci beaucoup. Alors, est-ce que nous avons des questions pour Jean Seng de la DGITM? Ah, une question tout au fond, là-haut. 2 questions même, au même endroit. Ça va être pratique. Bonjour, merci beaucoup. Ma question, elle rejoint aussi la présentation qu'il y a eu tout à l'heure sur le titre unique finalement. C'est comment toutes ces démarches vont aussi se coordonner avec toutes les initiatives locales qu'on a vues aujourd'hui, qui sont très riches, qui sont très développées, où il y a de nombreux investissements quand même locaux qui sont lancés. Donc comment tout ça va se coordonner in fine? Merci pour cette question. Je pourrais sortir ma carte joker Mélanie, mais j'essaie de répondre à la question plus directement. Alors là, le cadre juridique, article 28, quelque part, j'essaie de le présenter d'une manière très simple. Il est vrai qu'en termes de mise en œuvre, il peut être assez ambivalent, il peut faire l'objet d'interprétations. Il y a aussi des problématiques un peu connexes à l'article 28. J'ai évoqué un exemple, l'encaissement de recettes. Et quelque part, pour répondre à votre question, que ce soit au titre de ce sujet du plan d'action article 28 ou du titre unique, Mélanie est pas très loin dans le bureau, il y a cette idée de pouvoir échanger très largement avec les autorités organisatrices, les opérateurs de transport ou d'autres, pour quelque part partager des éléments d'interprétation, partager des éléments de solution. Si par exemple on parle de contrat type, article 28, si on parle de convention de mandat type, il y a l'idée de jouer pleinement la carte de la mutualisation. On est bien, je pense, dans cet état d'esprit de capitaliser sur l'existant, de travailler de manière très étroite avec les acteurs locaux, au sens soit métropole, région, en tout cas avec les autorités organisatrices. Est-ce que la réponse est validée, Mélanie? Bonjour. C'est très très riche et ça va très vite. Du coup, c'est bien pour le timing, mais moi, je prends des notes en même temps et il y a peut-être 2-3 trucs que j'ai pu rater. Du coup, je m'excuse d'avance. Nous, on revient de très très loin parce que je suis un territoire où malheureusement mes communautés de communes ne sont pas AOM, donc c'est syndicat mixte du pays Tarentaise Vanoise. On revient de très très loin parce que là, la méconnaissance de l'offre de mobilité sur le territoire, c'est en fait un vrai potentiel, un énorme levier pour le report modal. Du coup, même si je suis un territoire très peu dense, mais qui en fait est un territoire très touristique, donc il devient un territoire très très dense en fait 4 mois dans l'année. Peut-être qu'on vous intéresse moins, mais nous on essaie quand même, malgré le fait qu'on soit pas OM, de faire en sorte de donner une information claire et exhaustive de l'offre de mobilité existante sur le territoire aux usagers. Et quand je vous dis qu'on revient de très très loin, c'est que mes territoires, vraiment tout le monde, élu comme technicien, ne savait même pas ce qu'était le référencement des données de mobilité, encore moins ce qu'était l'ouverture des canaux de vente, encore moins ce qu'était le point d'accès national. Est-ce que c'est possible de participer, malgré le fait qu'on soit un petit territoire peu dense, au groupe de travail, malgré le fait qu'on ne soit pas OM, parce que nous, on a identifié que c'était un vrai levier, mais en fait, on ne peut pas appliquer la LOM sur des tas de choses, parce qu'on n'a pas les compétences en interne. On a des communes qui ont des petites navettes et qui ne sont pas référencées sur le PAN parce que on n'a pas des communes, il n'y a pas de SIG, il n'y a pas de service info. Et là, on vient juste de découvrir qu'on pouvait insérer une clause dans les DSP pour demander aux opérateurs de transport de nous fournir les GTFS pour qu'on puisse les mettre sur le PAN. Donc imaginez, là nous on est vraiment au balbutiement de la compréhension de cet article et pourtant on est très très conscient de l'énorme levier que ça peut représenter et à titre d'exemple, et je finirai là-dessus, du coup j'ai essayé de sensibiliser le territoire à ça toute seule avec mes petites mains. Et du coup, j'ai quand même proposé une formation à 10 agents volontaires de mon territoire sur le référencement des données. On n'a même pas l'ouverture des canaux de vente, là, juste l'appropriation du territoire de l'ouverture des données pour que du point de vue de l'usager, ils aient une information exhaustive de l'offre disponible. Et j'ai un agent qui a créé le GTFS de sa petite ligne de navette dans sa station de ski de A à Z, jusqu'à ce qu'on se rende compte qu'en fait les GTFS, on n'avait pas besoin de les créer nous depuis les fiches RPDF et qu'elles existaient déjà. Donc
c'est un peu un appel au secours de ces territoires peu denses, qu'on n'est ni des métropoles ni des AOM, et pourtant on veut bosser là-dessus. Est-ce qu'on peut avoir un soutien de la DGITM et je ne sais pas, est-ce qu'on peut travailler ensemble parce que nous on est proactifs et on voudrait rentrer dans le groupe de travail, etc. Merci beaucoup. Oui, merci pour votre remarque, votre intervention. Alors, la réponse courte, oui, on peut vous aider. La réponse un peu plus longue, ou dans les éléments de réaction, premier élément de réaction sur l'article 28, je ne l'ai peut-être pas mentionné, mais donc, quand je parlais de la billettique ou de l'ouverture des canaux de vente, c'est une ouverture lorsqu'il y a une interface numérique existante. L'idée à l'époque, c'était de dire s'il y a des choses qui ont d'ores et déjà été déployées dans le domaine du numérique, s'il y a d'ores et déjà une boutique numérique, on va ouvrir la possibilité de vendre des titres, parce que voilà, dans le domaine du numérique, on peut peut-être plus facilement faire des choses. Donc ça, c'est une première remarque. En vous écoutant, une autre remarque que j'avais, c'est que dans le domaine de l'information voyageur, et donc c'est pour ça que j'ai mis la diapo, il y a effectivement, vous avez raison, un enjeu déjà avant même la billettique de faire connaître l'offre existante. Et donc, au titre de MMTIS, enfin le règlement européen 2017-1926, ou l'article 25, il y a cette obligation d'ouverture des données en open data. Vous avez effectivement relevé l'existence du point d'accès national, et donc on a des collègues qui travaillent sur ce sujet de transportdata.gouv.fr, et donc on est à disposition pour échanger sur ces sujets, pour accompagner les acteurs sur les questions de format, des outils pour travailler sur les problématiques, entre autres, soit de conversion ou de qualité. Et enfin, dernière remarque, on a bien à l'esprit qu'il y a des enjeux particuliers là sur la mobilité rurale, la mobilité dans les zones peu denses. Et donc, je fais de la pub pour d'autres collègues du pôle territoire. On a des collègues qui travaillent sur ces enjeux-là, qu'on peut aussi solliciter. Donc, je réponds toujours dans le sens favorable. Oui, on peut vous aider. Dans le cadre de France Mobilité, il y a des cellules régionales. Et donc, le fait de pouvoir travailler avec vous ou d'autres. Oui, peut-être pour compléter sur cette question. Alors, il y a aussi des documents qui ont été produits dans le cadre de groupes de travail précédents de l'Observatoire du MAS qui portaient justement sur l'articulation entre masse régionale et masse locale. Donc, ça peut être aussi une source intéressante. On a au CEREMA du temps de Laurent Chevreau que je vois dans la salle piloter des travaux sur justement qu'est-ce que ça veut dire le MAS dans les territoires peu denses, qu'on n'a pas forcément entièrement publié, mais par contre qu'on peut réfléchir à mettre davantage à disposition. Et enfin, je plus sois sur ce qui vient d'être dit par Jean, à savoir que les cellules France Mobilité, elles sont vraiment là pour vous aider dans les territoires peu denses à essayer d'appréhender ces questions et à adapter aussi ces réponses de la cellule à des questions qui sont peut-être pas forcément très traitées aujourd'hui par les cellules, mais qui peuvent l'être pour vous aider dans cette question d'ouverture des données ou dans cette question de l'information multimodale, soit vous-même, soit via les régions, etc. Donc ne pas hésiter à consulter les cellules et puis revenir vers nous peut-être pour vous aiguiller les documents qui existent déjà et qui pourraient répondre à votre interrogation. Est-ce qu'on a le temps pour peut-être une toute petite dernière question, puisqu'on approche de 18h, des trains qui vont vous ramener chez vous, pour certains d'entre vous, et de la clôture de cet amphithéâtre, peut-être, je ne sais pas. Pas de toute dernière question. Eh bien, du coup, il me reste à vous remercier très chaleureusement pour l'intérêt que vous portez. Merci beaucoup. À remercier tous les intervenants qui ont bien voulu présenter aujourd'hui, mais qui derrière portent des travaux au quotidien. Je ferai simplement 3 teasings pour la suite. Le premier, c'est que ces séances ont été filmées aujourd'hui et seront mises en ligne en replay, ainsi que toutes les présentations d'ici peu de temps, afin qu'elles soient accessibles à tous. Seront mis en ligne également les résultats des travaux que vous avez dont vous avez pu entrevoir un aperçu aujourd'hui sur masse et indicateurs et masse et voiture, sachant que masse et paiement est déjà disponible et masse et changement de comportement sont déjà disponibles également. Et puis un petit peu de teasing aussi pour l'ouverture d'ici sans doute quelques semaines de nouveaux groupes de travail dans le cadre de l'Observatoire du MAS. On est en train de définir en ce moment les thématiques et toutes les bonnes volontés seront invitées à venir participer à ces groupes de travail. Donc n'hésitez pas à scruter le site de l'Observatoire du MAS, lui-même hébergé sur le site de France Mobilité.
Encore merci à tous. Je vais passer la parole à Martial Chevreul, qui nous fait l'honneur de venir conclure très rapidement cet événement. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Au nom d'Attaque ITS France, que je préside, ça vous l'avez peut-être remarqué, je suis très heureux qu'on ait pu accueillir l'observateur du MAS au sein du congrès. Il a fallu un peu serrer les ateliers, trouver des solutions, mais on est très heureux parce que je pense que ça vous a permis aussi entre-temps, entre les sessions, de visiter l'exposition et aussi de discuter avec d'autres collègues ou futurs collègues, je ne sais pas, de différents sujets, et en particulier, bien sûr, du MAS, d'information voyageurs. Voilà, donc je suis très heureux et je pense qu'on va de toute façon continuer à collaborer. Donc ATEC a un petit groupe de travail sur le sujet, mais sur un aspect très, très, très ciblé, qui est du retour d'expérience des AOM. Voilà, donc quelques AOM font part de retour, et je pense que ça contribue aussi aux travaux. Indirectement, l'ATEC est aussi... Frédéric Gavel, qui représente Syntec Ingénierie, est aussi au bureau de l'ATEC, et donc il y a un lien très fort aussi sur ces sujets. Voilà, donc je voulais simplement dire que nous sommes contents de cette participation, et qu'on va sans doute l'année prochaine, enfin on verra par rapport au calendrier comment on s'organise, mais je pense que c'est quelque chose d'important. Je voulais terminer aussi, parce qu'on a parlé à un moment, on a parlé un peu des différents types de contrats, de la commande publique. Si vous l'avez vu à l'entrée, on a vite distribué, mais il en reste peut-être plus, mais on pourra les expédier. On a mis à jour le guide de la commande publique pour l'innovation, qui était publié en 2017, au moment où il y avait des discussions de la LOM, bien sûr, avant qu'elle soit promulguée. Et on a mis à jour ce guide avec les dernières dispositions, donc vous pouvez gratuitement, puisqu'il est à disposition, il n'est pas en vente, le récupérer. Et si vous ne l'avez pas, s'il n'est plus disponible, n'hésitez pas à nous contacter. Vous avez si vous cherchez sur le web ATEC, vous trouverez Contact ATEC, et vous aurez tout à fait toute l'information. Voilà. Je vous souhaite également un bon retour dans vos foyers, comme on dit, et un retour en sécurité, et surtout avec des trains à l'heure, n'est-ce pas? Voilà. Bonne soirée.